Bien, nous allons pouvoir démarrer dans cette tornade du sud-ouest. Bienvenue à toutes et tous, bonjour. Georges Brousse, Clermont-Ferrand. J'ai le plaisir et l'honneur de modérer et d'avoir préparé cette session sur la réduction des risques en pathologie duelle, réduction des risques universels, dont nous allons parler sur cette session. Je dois tout d'abord excuser Raphaël Bouloudnine, qui est le responsable national des dispositifs Un chez soi d'abord, qui n'a pas pu être présent auprès de nous cet après-midi, et il vous prie de l'excuser. Mais rassurez-vous, la présentation qu'il devait faire, en fait, c'était un peu une présentation d'un travail que nous avons réalisé avec Marie-Geoffrey Oustide et moi-même et toutes les équipes du Un chez soi au niveau national. Donc je parlerai de ce travail puisqu'il avait été réalisé dans le cadre du Un chez soi, et je souhaitais qu'il soit présent pour parler également du Un chez soi, mais nous pourrons en parler évidemment dans le cadre de cette présentation. Donc pour cette présentation sur la réduction des risques en pathologie duelle et plus largement la question des troubles mentaux et de la réduction des risques, si je puis dire, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Geoffrey Oustide, qui est, on ne la présente plus, mais je vais la présenter, sociologue, chercheuse INSERM, également enseignante à l'HESP, qui a travaillé avec moi sur le projet de réduction des risques en pathologie duelle auprès des Un chez soi d'abord, et on parlera de ce projet. Mais elle a aussi beaucoup travaillé sur les salles de consommation à moindre risque, puisqu'elle a été à l'origine d'un certain nombre d'études sur la question des salles de consommation à moindre risque, sur les dispositifs ARLI notamment. Donc elle connaît très bien l'ensemble de ces dispositifs de réduction des risques, et elle fait évidemment autorité en la matière, et je suis très heureux qu'elle ait accepté de pouvoir participer à cette session de cet après-midi. Et puis, on ne le présente plus aussi également, et si on le présente plus, il s'agit du docteur Julien Cabet, qui est bruxellois, clermontois, à la fois, donc, qui est actuellement en année recherche à Louvain, chez notre camarade et ami Pierre Morage, et qui est psychiatre addictologue et qui travaille dans l'excellent service d'addictologie du CHU de Clermont-Ferrand. Et Georges Brousse, moi-même, psychiatre addictologue au CHU de Clermont-Ferrand. Donc pour commencer, Marie, c'est toi qui dois prendre la parole pour nous parler des salles de consommation à moindre risque et halte soins addiction. N'oublions pas les troubles psychiques. Merci à toi. Eh ben, merci beaucoup, Georges, pour cette invitation. Donc, je suis vraiment ravie de participer aujourd'hui à ce beau panel. Donc moi, en fait, je vais vous parler de la question des salles de consommation à moindre risque qu'on appelle aujourd'hui halte soins addiction. Et en fait, je vais vous retracer la manière dont on a évalué ce dispositif, au départ avec des indicateurs dictés par le politique et qui étaient très centrés voilà, sur les risques infectieux, également sur les questions de sécurité publique, et vous montrer pourquoi en fait c'est important de prendre en considération également les questions de santé mentale en particulier pour évaluer également ce type de dispositif. Donc je vous présenterai une démarche qu'on est en train de mener actuellement à la fois à l'Agence européenne des drogues et également avec plusieurs équipes dans le cadre d'un projet IRESP. Alors tout d'abord, je vais donner quelques éléments de contexte sur les salles de consommation à moindre risque dans le monde. Donc aujourd'hui, on a une centaine de salles qui existent dans le monde. Alors elles sont plus particulièrement implantées en Europe, mais on a aujourd'hui des salles en Amérique du Nord, donc au Canada, aux États-Unis, également en Amérique du Sud. On a une salle là qui vient d'ouvrir en Colombie. On a des salles également en Australie. La première salle a ouvert à Berne, en Suisse, en 1986. Et donc, en revanche, en France, on a été très en retard puisque la première salle a ouvert, les deux premières salles ont ouvert à Paris et à Strasbourg en 2016.
donc près de 30 ans après l'implantation suisse, sachant qu'après la Suisse, il y avait d'autres pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, dans lesquels de nombreuses salles avaient été ouvertes. Donc on a eu un retard très important et cette mise en place s'est faite également dans un contexte de controverse politique très fort. Alors il y a beaucoup de travaux qui ont été menés au niveau international, avant même que la France mette en place les premières salles. Et donc, en fait, ces recherches, ces évaluations internationales, elles ont mis en évidence que les salles de consommation à moindre risque avaient un impact positif en termes de santé publique, sur la diminution des overdoses, sur la diminution des pratiques à risque vis-à-vis du VIH et de l'hépatite C, et également sur l'entrée en soins. Donc, il y a des travaux qui ont été faits, en particulier au Canada, qui ont mis en évidence que les personnes qui fréquentaient des salles de consommation à moindre risque avaient plus de chances ensuite que des personnes qui n'y avaient pas accès d'accéder à des traitements de substitution aux opiacés et également plus de chances de rentrer en sevrage quand on comparait à d'autres dispositifs de réduction des risques. Par ailleurs, quand on comparait avec des populations qui n'avaient pas accès à des dispositifs de réduction des risques tels que les salles de consommation à moindre risque. Et donc, en fait, cet élément est très important parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de débats d'opposants aux salles de consommation à moindre risque qui ont tendance à opposer la réduction des risques, le soin et le sevrage. Et donc, en fait, on voit que l'accès, et j'y reviendrai tout à l'heure, par rapport à l'évaluation française qu'on a réalisée, que même dans la littérature internationale, avant même la mise en place des salles en France, des résultats très intéressants avaient été menés sur la question de l'accès aux soins, l'accès au sevrage, l'accès au TSO. Alors, les évaluations disponibles, elles avaient également montré qu'il y avait un impact positif des salles sur la dimension sociale et économique, parce que ces salles de consommation à moindre risque, elles permettent de capter des populations d'usagers qui sont éloignés des structures. Donc elles permettent par exemple d'accueillir des usagers qui ne fréquentaient pas d'autres dispositifs de réduction des risques parce que ceux dont ils avaient besoin essentiellement, c'est d'un espace pour injecter. Et ça permet également de les réintégrer dans un parcours de soins. Et les évaluations internationales avaient montré également que les dispositifs SCMR étaient coût-efficaces. Et puis enfin, les évaluations ont montré qu'il y avait un impact positif en termes de sécurité publique sur la diminution des pratiques d'injection visibles dans l'espace public. Et puis, des travaux avaient montré, avant les nôtres, qu'il n'y avait pas d'augmentation des actes de délinquance dans les quartiers d'implantation des SCMR. Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'au-delà de ces objectifs, les SCMR, en fait, elles fonctionnent quand elles s'incluent dans une politique de santé publique plus globale, qu'on appelle la réduction des risques, et qui inclut également les questions de soins, de rétablissement, de santé mentale, qui sont essentielles à la réussite de ces dispositifs. Mais par contre, ce sont des dispositifs qui sont toujours très challengés et qui donnent lieu à des controverses. Alors, à des controverses dans le champ politique et à très peu de controverses dans le champ médical, puisque nous, dans le cadre de l'évaluation des salles de consommation à moindre risque, on a mené une étude de la presse où on avait lu environ 2000 articles de presse de 1986 à 2018. Et en fait, on avait classifié les arguments pour et contre. Et en fait, on avait montré qu'il y avait actuellement un quasi-consensus en fait, sur les salles de consommation à moindre risque dans le champ médical, avec quasiment aucun discours d'opposition, alors que effectivement, ces oppositions, elles étaient beaucoup plus fortes dans le champ politique. Ce qui donne lieu également à des controverses, c'est les conditions d'implantation de ces salles qui doivent être étudiées, d'où l'importance de l'évaluation pour fonder des politiques evidence-based, c'est-à-dire basées sur les preuves. Donc, ce qui s'est passé, c'est que au moment de la mise en place des salles, donc 3 ans avant, en 2013, la MILDECA a sollicité l'Institut de santé publique de l'INSERM,
Et donc, moi, je suis chercheuse INSERM. Et donc, l'INSERM a nommé 4 équipes. Donc, l'équipe de Marc Auriacombe, mon équipe, l'équipe de Laurence Lalanne et l'équipe de Perrine Roux, pour mettre en place l'évaluation de ces salles. Et donc, on a mis en place différents dispositifs d'évaluation. Un premier dispositif qui est une cohorte. Donc, on a suivi des usagers qui fréquentaient la salle à Strasbourg et à Paris, versus des usagers qui ne fréquentaient pas de salle, parce que dans leur ville, il n'y en avait pas, à Bordeaux et à Marseille. On les a suivis pendant 1 an, et donc on a mis en évidence que les usagers qui fréquentaient les salles de consommation à moindre risque voyaient leur pratique à risque de transmission du VIH et du VHC diminuer de 10 points, les abcès liés à l'injection de 11 points, les overdoses non fatales de 2 points, les passages aux urgences de 24 points, les délits de 20 points et l'injection dans l'espace public de 15 points. Et vous avez les statistiques des personnes qui ne fréquentaient pas les salles. Donc 11% avaient des pratiques à risque VIH, VHC, versus 1% pour ceux qui fréquentaient les salles. Et c'est le cas pour tous les résultats, c'est dans ce sens-là. Alors, ces résultats, donc en fait, on a fait l'évaluation de 2013 à 2021. Et donc, ils ont été, les résultats de cosinus sont maintenant disponibles de cette cohorte. Ils ont été publiés dans différentes revues à l'international et en France, donc dans d'excellentes revues comme International Journal of Epidemiology ou la revue Addiction, qui fait autorité dans le champ des addictions. Et donc, en fait, pour nous, en tant que chercheurs, publier dans d'excellentes revues, c'est un moyen d'avoir une reconnaissance par les pairs de la qualité de l'évaluation. Et donc, en fait, c'était très important pour nous parce que cette évaluation, elle avait pour objectif, j'ai oublié de le préciser, d'informer l'action publique. Et donc, en fait, la Mildeka avait indiqué qu'elle demandait à l'INSERM de faire cette évaluation de manière indépendante et qu'en fonction des résultats de l'évaluation, il y aurait une prolongation ou pas de l'expérimentation et une diffusion des salles de consommation à moindre risque en France. Alors, au-delà de cette partie épidémiologique, de cohorte, il y avait également une étude écologique, là, qui a été faite par mon équipe uniquement, qui s'est faite à partir de séries temporelles sur l'impact de la SCMR sur la salubrité publique. On a, pendant plusieurs années, donc plusieurs mois avant la mise en place de la salle, et avant 2016, et ensuite plusieurs années après la mise en place de la salle, fait des observations ethnographiques dans le quartier de la salle parisienne. Avant qu'elle soit implantée, on connaissait déjà le nom du quartier, et après qu'elle ait été implantée, on a pris des photos des seringues qui étaient abandonnées dans l'espace public, on les a comptabilisées, et on a fait ensuite un travail de modélisation mathématique avec un mathématicien qui s'appelle Viet Tran. Et en fait, et on a pris en compte des éléments d'ordre météorologique pour limiter les biais. Et suite à ce travail, on a montré que le nombre de seringues dans le quartier de la SCMR à Paris, abandonnées dans l'espace public, avait été divisé par 3 suite à l'implantation. Donc rouge, c'est avant l'implantation, et en bleu, c'est après l'implantation de la salle. Par ailleurs, pour l'évaluation de ces salles, on avait fait une analyse sociologique sur l'expérience des SCMR, où on a interrogé des riverains, la police et des personnes qui consomment des substances et qui fréquentaient ces salles. Donc du côté des riverains, ce qui est ressorti, c'est que l'acceptabilité, elle était variable. On avait des riverains qui évoquaient le sentiment de vivre dans un quartier dégradé et abandonné par les pouvoirs publics. Donc ce qui leur posait problème, c'était moins la salle, en fait, au bout du compte, que le fait de vivre dans un quartier qu'ils considéraient dégradé, en lien avec d'autres éléments, une présence importante de vendeurs à la sauvette, une diminution des commerces de quartier qui étaient remplacés par des commerces de quartier axés par exemple sur la nourriture, qui étaient remplacés par des magasins de robes de mariée, de chaussures, qui donnaient un quartier l'impression de vivre dans un quartier moins village. Une confusion également entre les publics vivant en situation de précarité, présence dans l'espace public,
une confusion entre des personnes consommatrices de drogue ou des personnes qui étaient dans des situations de pauvreté ou des personnes migrantes. Une visibilité également plus importante dans les médias des voix d'opposition au SCMR. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a vu dans l'analyse de la presse qu'on a effectuée, c'est qu'en fait, c'était souvent les opposants à qui on donnait la parole et beaucoup moins les personnes qui étaient favorables aux salles. Par contre, dans les entretiens qu'on a menés, on a montré qu'il y avait un nombre important de riverains qui se disaient satisfaits et rassurés de la présence de la SCMR dans leur quartier, parce que depuis que la salle était présente, ils avaient des professionnels à qui s'adresser s'ils avaient un usager, par exemple, qui injectait dans leur immeuble, et donc, alors qu'auparavant, ils étaient un peu laissés seuls face à eux-mêmes. Et puis, ce qui ressortait également des entretiens, c'était une amélioration concrète de l'environnement, moins de seringues dans l'espace public, moins d'injections dans les cages d'escalier. Et donc, on voyait également dans l'étude, là c'est une étude qualitative qu'on avait menée, que l'acceptabilité sociale des SCMR, elle évoluait favorablement quand les objectifs des SCMR étaient clairement expliqués aux riverains. Parce que sinon, il y avait beaucoup de fantasmes autour de cette question. L'idée qu'on vendait, qu'on donnait gratuitement de la drogue aux personnes pour qu'elles viennent se l'injecter dans la salle, etc. Et donc, du côté de la police, en fait, on a analysé les données policières et on a fait également des entretiens avec les policiers du 10e arrondissement, dans lequel était la salle parisienne. Et ils avaient fait part, et on l'a étudié également à partir des données quantitatives, qu'il n'y avait pas d'augmentation des actes de délinquance dans le quartier de la SCMR suite à son implantation. Et là, on a également, dans le cadre de cette évaluation, fait une analyse sociologique du vécu de la part des personnes utilisatrices de substances, pour voir comment celles qui fréquentaient les salles vivaient l'expérience de ces salles. Et donc, c'est là qu'on a pu voir que la question dans ces entretiens qualitatifs qu'on a menés, on a pu voir que la question de la santé mentale était un élément fondamental qu'on n'avait pas suffisamment anticipé, nous, dans le cadre de notre évaluation. J'y reviendrai tout à l'heure, puisqu'on s'était vraiment centré sur les maladies infectieuses, l'injection dans l'espace public, les troubles à l'ordre public, qui étaient les indicateurs qui avaient été étudiés jusqu'alors dans les autres évaluations et qui, par ailleurs, intéressaient également la MILDECA. Mais en fait, dans les entretiens qualitatifs, on s'est rendu compte, mais l'enquête était déjà bien avancée, que du côté des personnes qui consomment des substances, elles vivaient les SCMR moins comme un moyen de diminuer les maladies infectieuses. C'était pas quelque chose qu'elle mettait spécialement en avant. Elle disait plutôt que fréquenter la salle, c'était pour elle un moyen de retrouver leur dignité par rapport à la honte qu'elle pouvait éprouver à injecter dans l'espace public. Et on sait que ces sentiments de honte, de stigmatisation vont avoir des effets délétères ensuite sur leur santé mentale. Les salles leur permettaient également de se sentir responsabilisées par rapport à la diminution de la présence de seringues dans l'espace public. Ces personnes évoquaient également que les salles étaient un espace protecteur pour elles par rapport aux violences de la rue, que ça leur permettait d'avoir un espace d'écoute non stigmatisé où elles se sentaient respectées, que c'était également une structure où elles pouvaient venir se reposer et restaurer leur santé mentale. C'était aussi un dispositif qui permettait pour elles de mieux réguler leur consommation et de favoriser l'entrée vers le soin. Donc en fait, une expérience des personnes qui consomment des substances qui fréquentaient ces SCMR qui va complètement à l'encontre des représentations sociales et des discours qu'on entend dans la presse ou du côté des opposants sur le fait que ces salles pousseraient les gens à consommer, que ça rendrait les usagers irresponsables, etc. Et donc, ce volet qualitatif nous a permis de montrer l'importance que ces salles avaient pour la santé psychique de ces personnes et que c'était vraiment l'élément qu'elles mettaient le plus en évidence. Donc, ces travaux ont également fait l'objet de nombreuses publications, dont plusieurs publications dans la revue American Journal of Public Health, qui est une très bonne revue dans notre domaine. Et là, ce qui a permis également de donner une valeur ajoutée importante à ces travaux. Alors, ces données scientifiques, on les a toutes transmises au pouvoir public, donc à la MILDECA en 2021. Elles ont fait l'objet d'un communiqué de presse commun, MILDECA-INSERM, appelant à
prolonger, pas prolonger l'expérimentation, mais d'une certaine manière à dire l'expérimentation est un succès, donc maintenant il faut aller plus loin. On a eu un arrêté donc, du 26 janvier 2022 qui portait approbation du cahier des charges national relative aux haltes soins addiction, donc une nouvelle dénomination, qui permettait de faire rentrer la dénomination soins dans la dénomination salle de consommation à moindre risque et qui a amené à poursuivre l'expérimentation jusqu'au 31 décembre 2025, donc jusqu'à dans 2 mois, demain en effet. Et cet arrêté mentionnait l'évaluation de l'INSERM, l'impact positif des SCMR en santé publique et en tranquillité publique. Alors, elle introduisait la dimension HSA, elle en définissait le fonctionnement interne en mentionnant la participation des usagers, mais elle imposait, et c'est ça qui a posé problème, un comité de pilotage coprésidé par le maire, le préfet, un procureur et le procureur et le directeur de l'agence régionale de santé. Alors, cette nouvelle dénomination, halte soins addiction, elle est intéressante parce qu'elle révèle également que les haltes soins addiction ne sont pas que des dispositifs de réduction des risques bas seuil, mais qu'ils sont également des dispositifs de prise en charge pluridisciplinaire. Mais elle introduit également une forme d'euphémisation sémantique parce que la dénomination SCMR, qui est utilisée dans les autres pays du monde, on dit Drug Consumption Rooms, qui veut dire SCMR, salle de consommation à moindre risque en français, donc halte soins addiction a été utilisée pour euphémiser le fait que c'était des salles de consommation parce que ça pouvait heurter l'opinion publique et donc ça ramenait la dimension d'ordre public et la dimension politique. Alors il y a un autre pays qui n'utilise pas le terme salle de consommation à moindre risque, et aujourd'hui ça a particulièrement du sens, c'est les États-Unis, qui en fait parlent de Overdose Prevention Center. Parce que eux, ils ont cette épidémie d'overdose opiacée qui leur pose un vrai problème de santé publique et ça a favorisé l'acceptabilité du dispositif. Alors par contre, ce qu'on voit, c'est que malgré l'évaluation et malgré les données qui montrent que ces salles fonctionnent très bien à Paris et à Strasbourg, il y a eu depuis un abandon de projets de HSA à Lille et à Marseille, un abandon d'un lieu d'hébergement dans le 16e à Paris, avec un refus du ministère de l'Intérieur qui considérait qu'il y avait une incompatibilité entre le lieu d'installation et la poursuite de la lutte contre les trafics. On a eu également ce qui a joué dans l'abandon de certains projets, en particulier à Marseille, c'est la mobilisation de collectifs de riverains qui mentionnaient qu'ils avaient des craintes sur les troubles à la tranquillité publique. Et là, on voit le poids de l'opinion publique, d'une forme d'opinion publique, plutôt que le poids de la santé publique. Et donc, de fait, il n'y a pas eu de mise en place de nouveaux dispositifs halte soins addiction depuis 2016. Et donc, le politique a mobilisé des argumentaires variés, tels que l'opinion publique ne serait pas prête, il y a des troubles à l'ordre public, il faut favoriser les logiques de sevrage et non pas les salles de consommation à moindre risque. Et donc, on a très peu vu dans ce débat, autour des oppositions, des arguments de santé publique et d'inclusion sociale. Donc, dans le même temps, même si ça n'avance pas en France, les SCMR continuent à se développer au niveau international, mais elles rencontrent aussi, depuis très récemment, des difficultés d'implantation, en particulier au Canada, en raison des mouvements populistes et conservateurs qui demandent également la fermeture de ces salles. Et donc, dans ce contexte, on a, suite à l'évaluation de 2021, qu'on a délivrée en 2021, qui avait été très centré sur les indicateurs de maladies infectieuses, overdose et tranquillité publique. J'ai, avec mon équipe, initié un nouveau travail de recherche en collaboration avec l'Agence européenne des drogues, à la demande de l'agence, qui se base sur une méthodologie qualitative où je réalise des focus group et des entretiens
avec les acteurs de terrain et les personnes utilisatrices de drogue qui vont dans différentes SCMR en Europe, avec l'objectif de mieux comprendre les besoins en évaluation en Europe sur ces salles et de définir de nouveaux indicateurs. Et par ailleurs, on poursuit l'évaluation des HSA en France avec un nouveau consortium de recherche translationnelle qui s'appelle la cohorte BIBOP, qui est menée avec Laurence Lalanne, Pierre-Éric Lutz et Benjamin Rolland, donc à Strasbourg, Paris et Lyon, et grâce à un financement de l'IRESP. Et dans le suivi longitudinal à moyen et long terme qu'on réalise grâce à la cohorte BIBOP, là, on a inclus de nouveaux indicateurs sur la base des entretiens qu'on avait réalisés pour la première évaluation, mais qui étaient beaucoup moins présents dans la cohorte Cosinus. On a de nouveaux indicateurs dans BIBOP sur l'accès aux soins, les supports sociaux, l'analyse des supports sociaux et relationnels, et de nombreux indicateurs en santé mentale sur, par exemple, les éléments adverses survenus dans l'enfance, et puis différentes échelles en santé mentale, parce qu'il nous semble qu'il est vraiment indispensable d'étudier ces éléments, parce qu'en fait, pour que les salles soient efficaces dans la trajectoire des personnes, il faut aussi prendre en compte la question des comorbidités psychiatriques, la question des traumatismes. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on avait vu dans l'évaluation qualitative, c'est que la salle avait réussi à capter un nombre important de personnes qui consomment des substances, mais les rares personnes qui continuaient à injecter dans l'espace public et qui n'allaient pas dans la salle étaient systématiquement des personnes avec des troubles psychiatriques majeurs. Et c'est ce qui était rapporté par les professionnels de la salle, et avec une difficulté pour eux d'entrer en contact avec eux, ce qui montre vraiment l'importance de prendre en considération ces questions de santé mentale dans l'évaluation des dispositifs. Donc pour BIBOP, on démarre tout juste, donc je n'ai pas de résultats à vous présenter, mais par contre, on vient, il y a quelques jours, de publier le protocole de cette étude dans la revue BMJ Open. Et là, ce que je vais vous présenter rapidement pour les quelques minutes qui me restent, c'est le travail, les premières analyses du travail qu'on a fait avec l'Agence européenne des drogues. Donc là, on va poursuivre. Donc comme je vous le disais, les données donc, de 2021, elles ont été transmises au pouvoir public, mais pour le moment, les choses n'ont absolument pas bougé, et donc on poursuit donc la démarche de production de données scientifiques, mais là, en s'appuyant sur les expériences des personnes concernées. Alors, concernés au sens large, c'est-à-dire les professionnels qui prennent en charge les personnes utilisatrices de substances et également les personnes utilisatrices de substances elles-mêmes qui fréquentent les salles. Donc là, concernant le travail que j'ai réalisé pour l'Agence européenne des drogues, qu'est-ce qui ressort donc de ces focus group concernant les besoins en matière d'évaluation des salles? C'est d'abord d'aller au-delà des indicateurs qui sont imposés par le politique. Et les indicateurs qui sont imposés par le politique, ce sont des indicateurs principalement centrés sur l'ordre public et la dimension coût-efficacité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les prendre en compte, hein, mais on l'a déjà évalué. Ça a déjà été évalué à l'international, ça a été déjà évalué en France. Donc, les données sur le fait que les salles ont un impact sur les actes de délinquance, sur le sentiment de sécurité dans le quartier, ces données existent. Et en fait, on n'a pas besoin de recommencer en permanence ce type d'études. C'est pareil pour la question du coût-efficacité. On a, dans le cadre du projet d'évaluation de 2021, il y a un travail qui a été fait par Anthony Cousien qui a montré que les salles de consommation étaient efficaces en France. On a des travaux également qui ont été menés à l'étranger. Mais ce qui est ressorti des focus group et des entretiens qui ont été réalisés avec les acteurs, c'est pour eux l'importance aussi que les HSA puissent être considérés comme un service essentiel. C'est-à-dire que même si elles n'étaient pas coût-efficaces, elles remplissent un service essentiel. C'est-à-dire que c'est un peu la même chose que quand on pense à la question des soins à l'hôpital. C'est comme si on se disait, il y a certains cancers qu'on ne va plus traiter
parce que c'est pas coût-efficace, ben, ça serait considéré comme non éthique. Alors, ça se fait hein, dans certains pays, en particulier au Royaume-Uni, en fonction de l'âge des personnes. Hein. Il y a un âge à partir duquel, parfois, on considère que c'est plus au coût efficace de traiter et donc on ne traite plus. Mais là, en tout cas, c'est vrai que sur les professionnels qu'on a rencontrés, pour eux, c'était vraiment important de mettre en avant le fait que les HSA soient considérés comme un service essentiel. Et donc, il y avait une demande de ne pas se centrer uniquement sur des indicateurs chiffrés, mais d'intégrer également une approche socio-anthropologique avec des indicateurs qui intègrent les droits des personnes, leur bien-être psychologique et social, et les supports sociaux dont elles disposent, qui a de fait un impact sur leur bien-être psychologique et social. Également, d'inclure des indicateurs sur la manière dont les SCMR améliorent la vie quotidienne des personnes et réduisent leur stigmatisation. Et pour cela, on a besoin de la sociologie et de méthodes qualitatives. Autre élément qui est aussi important sur la question de la santé mentale, mais c'est de travailler également sur la santé mentale des professionnels qui travaillent dans les salles de consommation à moindre risque, et de travailler également sur la qualité des services qui sont proposés par ces dispositifs, de produire également des indicateurs pour comprendre comment les HSA créent du lien vers l'accès à d'autres services, amélioration de l'accès aux soins dans les hôpitaux, amélioration de l'accès aux soins en santé mentale. Dans la salle parisienne, il y a par exemple aujourd'hui une psychiatre qui consulte, ce qui n'était pas le cas qui consulte de manière régulière, ce qui n'était pas le cas au départ où les interventions étaient beaucoup plus ponctuelles, mais l'association Gaïa s'est adaptée aux besoins des usagers et en fait a mis en évidence donc ces consultations en santé mentale, l'amélioration de l'accès au traitement, de l'accès aux droits en matière de santé et en matière sociale. Il y avait une demande également de pouvoir permettre aux professionnels des HSA de voir concrètement comment leurs pratiques améliorent le quotidien des usagers, avec des indicateurs qui ne soient plus basés uniquement sur des chiffres généraux sur la santé publique, mais de s'intéresser également aux trajectoires individuelles des personnes qui fréquentent les salles. Et puis, l'élément que j'ai évoqué à l'instant, c'est la question de la santé mentale des acteurs de première ligne, s'intéresser au sens de leur travail, parce que, en fait, ce que notre étude a montré, et là, j'ai une nouvelle étude que je suis en train de mener avec la Fédération Addiction sur les violences dans le travail de la réduction des risques auxquels sont confrontés les acteurs de réduction des risques. Nous, ce qu'on a montré dans l'évaluation et ce qu'on montre dans ce travail sur les violences vécues par les professionnels de réduction des risques, c'est que souvent, ces professionnels sont très mal traités dans les médias. C'est-à-dire qu'il y a des riverains qui vont dire que ces professionnels utilisent les fonds de l'État pour mettre en place des dispositifs qui sont prosélytes. Ils sont mis en accusation, on leur dit qu'ils encouragent les personnes à se droguer. Et donc, en fait, pour certains professionnels, c'est extrêmement violent à vivre. Et puis, le fait de ne pas avoir de garantie sur la pérennisation des dispositifs HSA ou pour les villes de Strasbourg et de Paris et pour d'autres villes, se voir interdire la possibilité de mettre en place des HSA est également vécu par ces professionnels comme des violences institutionnelles. Et donc, en fait, en termes d'évaluation, nous, on va avoir un axe de nos évaluations futures qui porte sur le sens au travail des acteurs de première ligne. Enfin, le dernier élément qui était ressorti sur la question des nouveaux besoins en matière d'évaluation des HSA, c'était de pouvoir documenter l'amélioration de la vie dans le quartier d'implantation des SCMR. Et là également, on est sur les questions de qualité de vie, de santé mentale, mais envisagées au sens de la collectivité, c'est-à-dire la collectivité impliquant les habitants du quartier. Ça veut dire aller dans les évaluations au-delà des simples indicateurs d'ordre public qui sont importants, mais qui doivent ne pas être les seuls indicateurs qu'on étudie. Produire des indicateurs sur la vie du quartier, sur l'engagement des riverains dans leur quartier, et également sur la manière dont les résidents, les habitants et les personnes utilisatrices de substances peuvent coexister. Parce qu'au final, les personnes utilisatrices de substances qui vivent dans la rue et les habitants, qui sont propriétaires ou locataires d'appartements, doivent tous être considérés comme des riverains parce qu'ils ont tous le droit de partager le même espace public. Et en fait, les riverains, ce ne sont pas uniquement les habitants qui vont payer un loyer ou être propriétaires.
Alors en conclusion, en fait, ce qu'on a pu voir, nous, dans nos travaux, c'est que les HSA sont l'objet de tensions fortes entre logique de sécurité publique et logique de santé publique. On voit qu'il y a une peur des politiques à s'engager sur la pérennisation de ces dispositifs ou sur la mise en place de nouveaux dispositifs parce qu'il y a vraiment une focalisation trop importante sur les logiques de sécurité publique et des tentatives d'instrumentalisation de ce phénomène, de la question de la sécurité publique et des HSA. On voit également qu'on a une peur à s'engager sur la question de la santé psychique des personnes utilisatrices de drogue et des parties prenantes concernées, qui sont totalement absentes du débat. C'est-à-dire qu'on parle de la question du prosélytisme, on parle de la question du développement des trafics, mais on ne parle jamais de la santé psychique des personnes qui vont être obligées de consommer dans la rue et ce qui constitue une violence pour elles. On ne parle jamais non plus de la violence des professionnels de réduction des risques de voir leur dispositif fermé ou ne pas ouvrir, donc de perdre du sens dans leur travail. Et donc, il y a vraiment une nécessité de repenser les politiques de réduction des risques en incluant les HSA et de repenser également les évaluations qu'on mène sur le sujet en travaillant sur des indicateurs d'amélioration de la qualité de vie, de la santé mentale, de la lutte contre la stigmatisation et l'inclusion des personnes utilisatrices de substances, de travailler sur l'amélioration des conditions de travail des professionnels de réduction des risques et des soins confrontés à des violences institutionnelles et à de l'épuisement professionnel, et de produire également des indicateurs sur l'amélioration du vivre ensemble dans l'espace public entre habitants et personnes utilisatrices de substances. Et donc les chercheurs, moi-même, y compris, ont une responsabilité éthique à poursuivre des évaluations qui soient evidence-based, mais qui soient détachées des pressions politiques et qui intègrent des indicateurs utiles pour penser les dispositifs de demain, qui intègrent les droits humains et l'inclusion sociale. Je vous remercie pour votre attention. Merci Marie, merci beaucoup pour ce plaidoyer qui n'est pas simplement qu'une opinion, mais pro domo sur la base d'éléments scientifiques, de recherche pour mettre, s'il en était besoin, en évidence, en exergue l'intérêt de ces dispositifs. Et j'ai noté l'inclusion sociale, évidemment, la santé mentale. Et nous allons justement faire le lien avec santé mentale et inclusion sociale. Je vais donc me donner la parole, puisque Raphaël Bouloni n'étant pas là. Donc je donne la parole à Georges Brousse, Clermont-Ferrand, qui va vous parler à la fois du 1 chez soi d'abord et de la question de la réduction des risques en lieu de soins. Si vous le permettez, on posera les questions à la fin des 3 interventions. Oui, merci Georges. Donc je vais à présent, comme ça a été annoncé, vous parler à la fois du 1 chez soi, mais je vais d'abord commencer par la réduction des risques en établissement de soins, et ensuite je parlerai du 1 chez soi d'abord, parce qu'il y a une logique évidemment, mais qui s'inscrit tout à fait dans la lignée de ce que vient de dire Marie en ce qui concerne les salles de consommation à moindre risque, question de santé mentale et d'inclusion sociale, comme ça a été relevé, dont il va être question à présent. Alors, j'active mon contenu. Pourquoi j'ai ce truc-là? Ouais, non. Il faut que tu refermes et que tu relances. Ouais, faut que... Il y a une alerte de sécurité, mais on ne voit pas sur le... Ouais, mais je le... Attends, j'ai perdu la souris. Attends, elle est à gauche. Il faut que tu fermes ce truc. Voilà. Merci, Dr Cabé. Bien. Alors, ce dont je vais parler, c'est à la fois d'abord la réduction des risques en pathologie duelle à l'hôpital, utopie ou oxymore, et le 1 chez soi d'abord comme hétérotopie des lieux de réduction des risques en pathologie duelle. Tout d'abord, de quoi parlons-nous? On parle des addictions. Les addictions sont des pathologies chroniques. La chronicité au cœur de l'approche clinique des addictions, l'approche éthiopathogénique et thérapeutique d'ailleurs. Et c'est un enjeu majeur de l'accompagnement au long cours des usagers de drogue, cette question de la chronicité qui a été parfaitement intégrée dans
nouvelles, on va dire, considérations scientifiques, cliniques, nosographiques. Et à travers cette chronicité, évidemment, il y en a une seconde qui apparaît en filigrane ou de façon très importante, historiquement associée à la pathologie addictive. Évidemment, c'est la comorbidité psychiatrique et la question de la pathologie duel. Historiquement, les troubles psychiatriques associés aux addictions étaient plutôt des troubles considérés comme un peu intervenant de façon diachronique et non synchronique, c'est-à-dire immédiatement lié à la prise d'un produit et qui pouvait disparaître si le produit disparaissait. Progressivement, ça c'était une approche ancienne qui était l'approche de la pharmacopsychose, progressivement on a intégré l'idée que la pathologie psychiatrique comorbide de la pathologie addictive elle-même était une pathologie chronique, sous-jacente, associée, et que les deux, évidemment, pathologie mentale et pathologie psychiatrique, eh bien, s'intriquaient l'une et l'autre, s'influencer, comme le rappelle Miguel Casas dans l'ouvrage coordonné par Mine Benyamina sur addiction et comorbidité, sur cette synergie entre à la fois une pathologie mentale et une pathologie addictive, cette double entrée mentale et addictive qui produit cette chronicité d'association et finalement des pathologies à intrication addictive et psychiatrique complexe. C'est ce que nous accompagnons et ce que nous soignons chez bon nombre de nos patients. Donc les dualités, c'est évidemment plus qu'une addition, c'est l'association à la fois entre des symptômes de l'addiction qu'on connaît et des symptômes de pathologie mentale, mais il est bien entendu que assez souvent, la consommation de substances va modifier l'expression symptomatique de la pathologie mentale, qui ne va pas apparaître complètement. Et à l'inverse, les sevrages aussi également vont modifier l'expression de la pathologie mentale, tant et si bien qu'on se retrouve avec des patients, des usagers qui expriment un certain nombre de symptômes mais qui ne sont pas complets en ce qui concerne la pathologie mentale. C'est souvent ce qu'on appelle subsyndromique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les éléments cliniques de la pathologie mentale qui sont présents chez les patients souffrant d'addiction, ce qui fait que souvent ils ne sont pas, on va dire, entendus, du moins du côté de la psychiatrie, comme des patients authentiquement psychiatriques, parce qu'ils n'ont pas l'ensemble des troubles et qu'ils ont d'abord des manifestations addictives, si je puis dire, au premier plan. Mais malgré tout, ce sont des situations, on le sait, cliniques très complexes, avec des comorbidités. Il y a plusieurs abus de substances associés les unes aux autres, des polyconsommations, des risques suicidaires, évidemment, un pronostic au long cours grévé du point de vue social, du point de vue également médico-judiciaire. Ce sont des gens qui sont souvent incarcérés, qui sont souvent aux urgences et qui n'ont pas de logement. Ici, il est intéressant de noter que la survenue de la pathologie addictive et de la pathologie mentale sont assez concomitantes finalement dans l'adolescence. Entre 15 et 20 ans, on voit apparaître des manifestations psychiatriques addictologiques, souvent d'ailleurs addictologiques. Ce sont des adolescents qui se mettent à consommer des produits, cannabis, opioïdes, cocaïne, avec des troubles psychiques associés. Dans 2 tiers des cas, donc le mode d'entrée dans la pathologie duel se fait via le trouble addictif, ce qui fait que c'est un retard évidemment diagnostique important. Il y a une expression symptomatique de la pathologie mentale qui est modifiée, qui n'est pas complètement présent, un retard diagnostique et un retard de prise en charge, et avec d'autres co-addictions, et on n'oubliera pas évidemment la consommation tabagique. Pour les patients souffrant de troubles mentaux, on a à peu près 1/3 d'entre eux qui présentent des troubles addictifs, mais ce n'est pas de ce côté-là que c'est le plus compliqué. Si je puis dire, la pathologie duel, elle est plus compliquée chez les patients souffrant de pathologie addictive avec une pathologie mentale sous-jacente, parce que c'est l'addiction qui est au premier lieu, et il est difficile de voir la pathologie mentale et d'en faire le diagnostic. Et ceci est d'autant plus vrai, encore une fois, chez des personnes qui vivent les conséquences de cette association, avec cette altération du pronostic social notamment, qui sont à la rue beaucoup, je vais revenir, qui sont incarcérés, qui passent souvent dans les services d'urgence et qui ne tiennent pas les lieux de soins, si je puis dire. On a sur ce graphique, on peut voir quand les patients, si on a l'association addiction-pathologie mentale en fonction de la sévérité, une très forte addiction avec une faible pathologie mentale, on voit bien que les personnes peuvent être hospitalisées dans les services d'addictologie. Une forte pathologie psychiatrique avec une addiction sous-jacente, ils sont comme des équilibristes sur un fil, parce que quand ils sont en psychiatrie, il ne faut pas trop qu'ils consomment, sinon ils sont exclus des services de soins. Et puis quand ils ont la forte addiction, les symptômes de l'addiction du trouble d'usage qui sont très importants, avec la pathologie mentale très importante associée, souvent ils sont rejetés d'une unité de soins, d'un service de soins, de l'un à l'autre. Évidemment, ils tiennent peu les services hospitaliers, parce que les consommations sont souvent, même en addictologie, et on va y revenir, des facteurs d'exclusion des patients des services
alors que la pathologie mentale est assez souvent un élément qui fait qu'ils ont du mal à mettre à distance, encore plus de mal de mettre à distance les problématiques addictives. Ce qui amène au constat évidemment assez flagrant, c'est que les patients souffrant de troubles mentaux et de toxicomanie concomitants reçoivent très peu de traitements, très peu de soins, en tout cas très peu de soins hospitaliers, ça il faut bien l'avoir à l'esprit. En gros, voilà ce qu'on voit de façon un peu triviale quand la consultation dans l'EXAPA, la consultation addictologique, on voit arriver des patients avec des manifestations cliniques addictives très fortes, un produit souvent au premier plan, ça peut être l'alcool, la cocaïne de plus en plus souvent, le cannabis, enfin des produits. Et derrière, on sait bien qu'il y a un certain nombre de manifestations psychiatriques qu'il va falloir chercher, des plaintes ou des symptômes qui, normalement, sans produit, pourraient être un petit peu plus, on va dire, visibles. Les patients, pour avoir des pensées désorganisées, entendre des voix, avoir des problèmes de relations, avoir des manifestations timiques, des dysrégulations émotionnelles, appelons ça comme on veut, parce qu'il y a des éléments dimensionnels des troubles psychiques qui sont très présents. Ces aspects dimensionnels, d'ailleurs, peuvent être structurés en éléments catégoriels, c'est-à-dire en maladie, mais ce n'est pas tout le temps le cas, parce que c'est tellement invisible, c'est tellement le foutoir, si vous voulez, que peu de psychiatres arrivent à dire, ben oui, on a ça, on a ça, on a ça, on peut dire que c'est un trouble bipolaire. Souvent, on s'arrête, il y a une dysrégulation émotionnelle, et puis on va dire, c'est de la dysrégulation émotionnelle. C'est très bien, la dysrégulation émotionnelle, c'est aujourd'hui où les troubles de l'attention, l'hyperactivité sont des éléments avec des approches très dimensionnelles. Ce qui est important d'ailleurs, ça met en évidence le fait qu'on insiste sur le fait qu'on puisse prendre en charge des dimensions cliniques des troubles psychiatriques, mais probablement qu'on ne va pas jusqu'au bout de la démarche clinique, parce qu'en fait, on ne va pas jusqu'au bout de l'intégration symptomatique nosographique en disant c'est un trouble bipolaire avec des dysrégulations émotionnelles dans un contexte d'addiction. Peut-être le traitement au fond elle-même, des thymorégulateurs, un accompagnement, mais quand même, il faut pousser un peu plus le curseur de l'appréhension diagnostique. En gros, on sait bien de ce dont il s'agit. C'est aussi, chez nos patients, le bénéfice-risque des consommations, c'est-à-dire qu'ils prennent les produits pour s'apaiser parce qu'ils recherchent de la convivialité, ils recherchent du lien. Les patients souffrant de schizophrénie recherchent des interactions sociales avec leurs congénères et donc ils fument du cannabis. Ça lève les angoisses psychotiques. La cocaïne, dans les aspects déficitaires de la schizophrénie, ça marche, ça donne, on va dire, de l'enthousiasme, ça amène à faire des choses. L'héroïne apaise, soulage les traumatismes. Bref, on sait tout ça. C'est une façon un petit peu triviale de présenter la question de l'autosoulagement des symptômes de la pathologie mentale. C'est complexe la question de l'autosoulagement. Il y a beaucoup de choses qui expliquent le lien entre pathologie mentale et addiction. L'autosoulagement en est un élément important. Mais face à ça, souvent, nos réponses sont des réponses qui vont vers les risques qui sont associés aux produits. Des risques d'overdose ou de coma éthylique pour l'alcool, d'overdose, d'infection pour les injections de substances comme les opioïdes ou les psychostimulants comme la cocaïne, des risques de symptômes paranoïaques, de symptômes psychotiques et de bagarres, de disputes, d'auto- et d'hétéroagressivité, d'accidentologie. Donc les risques sont importants dans ces consommations de substances. Mais ce qui est, on va dire, on sait pourquoi les individus prennent des substances psychoactives, mais là c'est encore renforcé et le défi est encore plus grand dans le contexte de la pathologie duel, parce que non seulement il y a peut-être l'aspect hédonique de la prise du produit, qui existe évidemment, mais il y a au-delà de ça, évidemment, le soulagement et la capacité de peut-être même de traitement de certains symptômes d'une manifestation qui sont aggravés également en retour par la prise de produits, parce que les produits ont cette double charge à la fois de soulagement et d'aggravation des pathologies mentales qu'ils viennent soulager. Alors, vous allez me dire la réduction des risques dans tout ça, parce que c'est quand même aussi l'objet, quand même, malgré tout, du questionnement qui est très important, de mon point de vue, aujourd'hui, en ce qui concerne les pathologies duel. Bon, je ne vous fais pas l'affront, mais enfin, quand même si, de vous redire la réduction des risques, c'est quand même, c'est la santé, la dignité, c'est un ensemble de stratégies qui vont promouvoir des pratiques visant à réduire les conséquences négatives associées à la consommation de drogue. Logiquement, vous savez ce qu'est la réduction des risques. Ce qui m'intéresse et ce sur quoi on peut également s'attarder quand on regarde la question de la réduction des risques dans un contexte de pathologie duel, c'est que la réduction des risques aussi
promeut aussi l'idée que la stigmatisation est un obstacle aux soins et les personnes qui consomment des drogues doivent se sentir à l'aise lorsqu'elles accèdent au service. Et ça, déjà en termes de pathologie duelle, l'hospitalisation des patients souffrant de pathologies mentales et addictives dans des services d'addictologie ou de psychiatrie, la question de la stigmatisation, elle est extrêmement posée, soit en psychiatrie par rapport aux consommations de substances, mais même en addictologie aussi par la pathologie mentale associée. Donc il y a une plus forte stigmatisation de ces populations et l'approche de réduction des risques doit porter également sur ces aspects de stigmatisation pour ces personnes. Et je crois que dans la présentation précédente de Marie, était la question de ce plus forte stigmatisation de ces usagers qui présentent à la fois des pathologies mentales et des consommations de substances dans l'espace public et l'espace réservé. Les gens sont plus que leur consommation, et donc la réduction des risques doit se cibler, doit faire une évolution, une mutation, si je puis dire, vers ce que je vais appeler une réduction des risques universelle. La réduction des risques, c'est une stratégie globale de santé publique. Elle est entendue assez souvent en addictologie comme une réduction des risques liés, ce que j'ai montré tout à l'heure, à l'usage du produit, le risque infectieux, le risque d'overdose étant un petit peu les paradigmes, enfin les prototypes plus exactement, de ce qu'est le risque et de la façon dont on doit le réduire historiquement dans les pathologies addictives. Mais en ce qui concerne la pathologie duelle, on doit aller plus loin et on doit se poser la question, est-ce qu'on doit penser la réduction des risques en ce qui concerne le rapport avec la pathologie mentale, et est-ce qu'on doit, par exemple, promouvoir dans les soins hospitaliers une approche de réduction des risques pour les gens qui sont hospitalisés, qui présentent des pathologies mentales et des pathologies addictives associées. Ce que j'appellerais une réduction des risques universelle, c'est-à-dire qu'elle va au-delà de l'objet classique de la réduction des risques. Elle va du côté de si vous prenez de la cocaïne et que ça vous rend parano, eh bien, prenez moins de cocaïne. Vous savez que ça vous rend parano, eh bien, faites attention de ne pas sortir de chez vous. Ou alors ça va, si vous êtes hospitalisé parce que vous avez un trouble bipolaire et que vous êtes injecteur de cocaïne dans un service qui essaie de stabiliser votre bipolarité, ben on va peut-être vous mettre une Steribox dans le coin de votre chambre parce que si vous injectez, ben vous êtes en accès maniaque, vous allez faire n'importe quoi avec votre seringue, vous allez la partager avec quelqu'un, donc on fait de la réduction des risques in situ dans le lieu de soins. Donc la question de la réduction des risques va se poser de façon plus large, mais même de façon, si vous endormez dans votre appartement, on y reviendra dans le 1 chez soi d'abord, avec votre cigarette, faites attention de ne pas mettre feu à votre matelas parce que vous risquez de brûler dans votre appartement. C'est aussi de la réduction des risques. Historiquement, la réduction des risques, elle a été incluse, si je puis dire. Là, c'est une approche assez rapide de la façon dont elle a été implémentée progressivement depuis les années 80 et on sait d'où elle vient. Elle vient d'avant, mais là, elle s'est forgée une histoire de façon très importante en France à travers évidemment l'épidémie de sida et la réduction des risques pour les usagers de drogue. Et en fait, évidemment, cette année, de façon importante, l'approche par les traitements de substitution qui a été proposée et dont le modèle français, évidemment, est un modèle extrêmement fort qui doit être défendu et préservé. Mais au-delà de ça, il y a eu d'autres approches de réduction de risque, l'approche par l'analoxone, l'accès au parcours de soins des patients, les actions, les nouveaux traitements progressifs de substitution. Donc tout ça, ça va dans un sens d'une logique de réduction des risques qui est centrée beaucoup sur les TSO, mais qui, évidemment, peut on va dire, se diffuser ou être utilisé dans tous les domaines. En ce qui concerne nos usagers de drogue présentant des pathologies duelles, ils vont être insérés dans des parcours de soins où ils vont rencontrer tout un tas d'acteurs, et ces acteurs doivent être particulièrement, on va dire, sensibles à la question de la réduction des risques. Et si je mets tous ces acteurs-là, c'est parce que, évidemment, c'est tous ces acteurs qui rencontrent les patients, et les patients ne sont pas, ou les usagers ne sont pas, évidemment, vous le savez, qu'à l'hôpital, et si je dis réduction des risques à l'hôpital, c'est une réduction des risques qui doit être comprise dans une logique de filière et de parcours de soins. Ces acteurs, eh bien, on les connaît souvent, j'en ai parlé du champ sanitaire, comment peut-il faire de la réduction des risques, peut-on en faire à l'hôpital, je vais venir. La question de la réduction des risques dans le milieu médico-social, et là on va penser au CARUD et au XAPA, et on va se dire oui, c'est eux finalement qui sont les moteurs, le noyau nucléaire de la réduction des risques. Et certainement, mais aussi évidemment, faut déjà faire du lien sur cette réduction des risques entre le sanitaire et le médico-social. Mais le médico-social, il y a aussi d'autres dispositifs, des dispositifs d'hébergement hospitalier type de lits d'hospitalisation sociaux, les lits d'accueil médicalisés. Il y a aussi des dispositifs sociaux
les CHRS, les centres d'accueil, qui aussi doivent être sensibilisés à la question de la réduction des risques, parce que, évidemment, les patients présentant des pathologies duelles qui sont exclus des services de soins, ils se retrouvent souvent à la rue, ils se retrouvent souvent hébergés dans des dispositifs sociaux de type CHRS, où il y a quand même de la réduction des risques à faire, parce qu'ils continuent à consommer, ils présentent des troubles mentaux, et c'est évidemment ces structures sociales nous appellent au secours pour qu'on les aide à des accompagnements. Et parfois, il y a des confrontations de culture entre la culture du sanitaire, la culture du médico-social et la culture du social, où évidemment l'articulation entre les champs n'est pas forcément aussi simple que cela. Les acteurs, peut-être pour aider à ce fonctionnement de réduction des risques entre les différents acteurs, il faudrait des case managers ou des pères aidants d'accompagnateurs de parcours. Et la logique, évidemment, de l'accompagnement des personnes dans un contexte de parcours de vie entre le sanitaire, le médico-social et le social, dans une logique de réduction des risques, doit s'appuyer sur des acteurs de type case manager ou d'équipe mobile hors les murs, comme on voit, et c'est tant mieux, qui se développe. Alors, est-ce qu'à l'hôpital, il y a une place pour la réduction des risques? C'est une question qui commence à se poser. On commence à avoir une littérature. Elle n'est pas énorme, mais il y a des endroits où des gens se disent, est-ce qu'on peut faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens, les patients, les usagers de drogue, consommer des substances à l'hôpital? Est-ce qu'on peut accepter les consommations in situ à l'hôpital? Est-ce qu'on peut faire fonctionner de la réduction des risques dans les établissements hospitaliers? C'est une question très complexe, évidemment, mais qui commence à émerger, et qui émerge d'autant plus que la cocaïne est très présente, et que pour les troubles d'usage de cocaïne, évidemment, l'offre à la fois en pathologie duelle pour des patients décompensés du point de vue psychose, du point de vue trouble bipolaire, avec des consommations de substances, avec des cravings puissants, et un trouble d'usage très sévère de type trouble d'usage de cocaïne. À la différence des opioïdes, il n'y a pas de traitement de substitution, donc les traitements apaisants sont vraiment plus difficiles à mettre en place. Donc on est confronté aujourd'hui dans les services hospitaliers en France, de plein fouet, à des consommations de plus en plus fréquentes, et ça va pas s'améliorer, hein, ça va être de plus en plus important, à des consommations de substances dans les services. Donc il va falloir se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de ces patients? Est-ce qu'on continue à dire on les met à la porte dès qu'ils consomment de la cocaïne? Ou est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on peut mettre en place des dispositifs qui soient accueillants pour ces patients, parce que c'est cela dont il s'agit, pour soigner leur pathologie mentale et leur pathologie addictive comorbide? Parce que l'enjeu, il est là. Alors, il y a des auteurs qui ont commencé à proposer des approches. Ici, dans cet article d'une collègue québécoise, elle a regardé un petit peu comment pouvait-on faire ce qu'on dit tout le temps, la prise en charge hospitalière de la pathologie duelle, c'est classiquement des soins intégrés, c'est-à-dire on fait fonctionner à la fois des équipes qui font à la fois de la pathologie addictive et de la pathologie mentale. Le soin intégré étant compris comme le Graal, c'est la même équipe qui fait le traitement de la pathologie mentale et de la pathologie addictive. Les données de la littérature montrent que c'est très difficile de faire du soin intégré parce qu'on ne peut jamais tout faire. Donc on est toujours obligé de se coordonner. Si on fait de l'addicto, il faut avoir de la psychiatrie qui fait du rétablissement pour accompagner. Faut vraiment, pour tout faire, c'est assez compliqué. Donc on a toujours besoin les uns des autres. Donc il faut articuler les acteurs de la psychiatrie et les acteurs de l'addictologie. Et tout l'enjeu, dans cet article-là notamment, c'est bien noté, c'est de l'articulation. Et comment on s'articule, comment on s'acculture les uns les autres, comment on partage les savoirs et les connaissances et les savoir-faire et l'acceptation des patients, et à quel moment ils peuvent se retrouver dans une unité plutôt à tendance addictologique, mais traitant également les pathologies mentales, ou dans des services de psychiatrie, quand il y a des besoins de soins contraints, par exemple, ce qui peut arriver avec un accompagnement addictologique. Donc tout l'enjeu, évidemment, est la complémentarité. Et dans cette complémentarité, acculturer les équipes, c'est aussi acculturer la possibilité de la réduction des risques, par exemple sur la consommation de cannabis chez certains patients. Pour faire cela, il y a des mots-clés qui reviennent dans les articles scientifiques qui pensent la réduction des risques en lieu hospitalier. Je vais vous donner 2 ou 3 éléments. Il faut avoir une bienveillance inconditionnelle et un accueil inconditionnel des patients, et connaître à la fois la pathologie mentale et la pathologie addictive pour les accueillir dans des solutions non stigmatisantes et qui comprennent évidemment les troubles des patients. Il faut également travailler avec les usagers et les patients pour la mise en place de dispositifs répondants, décision médicale partagée, montage de dispositifs dans lesquels
il ne peut pas n'y avoir, enfin, on est obligé, il est indispensable, excusez-moi, il est indispensable d'associer des usagers dans la construction des dispositifs pour qu'ils disent, qu'ils valident les dispositifs qu'on met en place. On ne peut pas mettre en place des dispositifs de soins qui ne tiennent pas compte de la façon dont les usagers pensent la façon dont ils doivent être soignés. Sinon, ils sont par nature excluants et limitants. Et ça, c'est un enjeu évidemment très important. Voilà, je l'avais mis là. C'est la conclusion de l'article précédent. C'est l'intégration des services pour pathologie duelle ne dépend pas d'un modèle structurel unique, mais d'un processus collectif et de la prise en compte de l'expérience du patient. Encore une fois, un certain nombre de publications reviennent sur l'idée des centres qui seraient experts en dualité. Il faut offrir des options thérapeutiques très larges. Et c'est en filigrane apparaît ici aussi la réduction des risques. Il faut un certain nombre de pratiques. Et le filigrane de la réduction des risques, c'est le traitement accompagnant la pathologie duelle. C'est à la fois des cadres structurés hospitaliers, mais aussi il faut pouvoir penser des programmes résidentiels communautaires. Ce que dit cet article de chez TIP, c'est une revue de la littérature publiée en 2023, c'est du cadre résidentiel communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire, le soin résidentiel communautaire? C'est du soin qui est plus acceptant. C'est du soin qui n'est pas hospitalier, parce que l'hôpital, c'est souvent excluant de la consommation. Et que les soins résidentiels communautaires, on le voit dans des dispositifs médico-sociaux hospitaliers avec des équipes, ils acceptent plus largement les consommations. Ils sont moins dans une logique de stigmatisation et de refus de la consommation des patients. Et c'est ça l'intérêt du résidentiel communautaire, qu'est-ce qui marche le mieux pour la pathologie duelle instable. Donc des traitements intégrés. Je peux pas trop le temps de détailler, mais ce qui veut évidemment, ce qu'on va retrouver tout le temps, c'est la flexibilité des cliniciens, des environnements de vie favorables pour les patients, des traitements par étapes, et avec des données qui montrent que là, ici, c'est des soins intégrés, ça marche mieux que des soins pas intégrés, et l'entretien motivationnel, ici, c'est de l'autre côté, c'est à gauche. On est à gauche de la barre, là, ça veut dire que l'entretien motivationnel, c'est efficace et ça permet d'accompagner des patients souffrant de pathologie duelle. Ça marche aussi, l'entretien motivationnel, dans ces pathologies complexes. Il faut se mettre dans une logique de rétablissement, c'est-à-dire une logique au long cours, où on doit accompagner le patient et ne pas louper la sortie du patient. Quand bien même on est à la limite de l'hospitalisation et qu'on considère qu'on ne peut plus garder le patient dans un service parce qu'il y a des consommations de substances, on doit toujours s'articuler avec le dispositif d'aval. Parce que sinon, les catastrophes, elles sont là. Quand on met les gens à la porte, quand on les exclut, qu'on dit vous avez consommé, on vous met dehors, et qu'on loupe, si en plus il y a une pathologie duelle, c'est-à-dire qu'on loupe le traitement de la pathologie mentale, du trouble bipolaire, de la schizophrénie, si on loupe le rendez-vous, ou le traitement évidemment de substitution aux opioïdes, ou bref, tous les traitements, si on loupe le rendez-vous de l'accompagnement, même si le patient ne peut pas le garder dans la structure de soins, eh bien on met en péril évidemment la santé de l'usager. Donc c'est un point important à avoir en tête. Donc les points clés de la réduction des risques, il y a certaines données, on trouve des sites où il y a des collègues aux États-Unis qui ont réfléchi, qui réfléchissent encore, ils ont tant qu'ils peuvent d'ailleurs, à cette question de la réduction des risques à l'hôpital. Et il y a des arguments pour la réduction des risques à l'hôpital. Ce qui est important, c'est revoir les documents hospitaliers. C'est le premier point qui ressort, c'est dans les documents hospitaliers, mais ça marche pour les États-Unis comme ça marche pour nous en France. Hein. Avoir des documents hospitaliers qui soient pas stigmatisants, créés avec les patients. Si on fait des brochures d'information, il faut les faire valider quand même par des usagers. Un langage centré sur la personne et pas avoir une approche de réduction des risques. Aussi, ceux qui vont le plus loin disent les usagers, quand ils sont à l'hôpital, il faut leur proposer du matériel de réduction des risques in situ, dans l'hôpital. Et il faut leur avis également pour voir les documents. Il faut des pairs aidants. Ce n'est pas nouveau, mais il faut l'écrire, il faut le redire. Enfin, c'est un élément déterminant, ce qui correspond d'ailleurs à ce que je viens de dire tout à l'heure, des gens qui valident les process d'accompagnement. Il faut former les personnels à la réduction des risques. C'est une transformation, et je pense que c'est une mutation très importante des services d'addictologie, réduction des risques dans les services hospitaliers. Et puis, partout, vous voyez apparaître, donner de l'analoxone aux patients dans les services. C'est important pour réduire les risques. Offrir du matériel aux patients, même dans certaines villes des États-Unis, dans certains centres de soins, ils proposent l'accès aux seringues dans les services de soins. Ils proposent, alors dans certains États, pas dans tous, et s'ils disent, si votre hôpital ne fournit pas des seringues à vos patients, proposez à votre patient qu'il change d'hôpital, parce qu'il y a des endroits où on le fait. Un autre élément, c'est que
c'est que même s'il y a toutes ces préconisations, il y a des publications qui montrent que malgré les taux élevés de patients présentant des pathologies duelles qui sont co-consommateurs, qui sont hospitalisés, mais il y a très peu d'établissements qui proposent de la réduction des risques. Et beaucoup les interventions restent incomplètes dans l'accompagnement des patients et les soins sont, là, ce qui est conclu dans cet article, sont de mauvaise qualité, avec un non-respect de plan de gestion de crise et des sorties prématurées contre avis médical. Voilà ce à quoi ça conduit, évidemment, quand on n'intègre pas la question. Mais ça nécessite, évidemment, d'avoir une vraie réflexion autour de ça. Donc, il faut déstigmatiser, il faut accompagner, et puis il faut faire de la recherche autour de ça. Je n'ai pas complètement le temps. Alors, les autres... point clé de la recherche, il faudra évidemment, il faudra peut-être se réfléchir sur la formation des professionnels, la question éthique, la question des contrats de soins et des projets de soins, plus exactement, et puis peut-être un certain nombre d'auteurs concluent à l'idée de mettre en place des unités d'injection supervisées en milieu hospitalier. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, des lieux où les gens puissent s'injecter parce que c'est très compliqué à mettre en place, où ils puissent également, si pas s'injecter, parce que je ne l'ai pas abordé encore, fumer la cocaïne qu'ils ont basée, ou des endroits où ils peuvent baser leur cocaïne, ou sniffer. Mais ce qui pose le plus de problèmes aujourd'hui, en termes de soins hospitaliers, en tout cas, moi, je vois nous dans notre service, c'est la cocaïne basée, c'est les patients qui fument la cocaïne. Les injections, on arrive encore à faire face parce qu'on peut les mettre, il faut avoir des chambres seules, on peut mettre les patients en chambre seule, ils peuvent injecter, ils peuvent avoir du matériel de réduction des risques, des séribox, ainsi de suite, mais quand ils se mettent à fumer, ils basent leur cocaïne, il y a de l'ammoniac partout, les personnels sont confrontés à de la fumée d'ammoniac, ils font c'est sûr, ils sont confrontés, il y a des arrêts maladie parce que là, quand on est confronté à de la fumée, c'est de l'ammoniac, évidemment c'est toxique. Donc il y a tous ces éléments-là à avoir en tête. En ce qui concerne, il y a une enquête, là, c'était un point de vue des soignants et des patients qui étaient interrogés. L'idée converge qu'il faut évidemment améliorer l'accès des soins pour les patients présentant des pathologies duelles et consommant des substances et ayant vraiment une difficulté d'arrêter. Il faut favoriser la transition entre l'hôpital et l'extra-hospitalier. Il faut changer la culture des soignants pour accepter, évidemment, cette nouvelle logique. Je laisse l'approche. Certains vont considérer qu'on doit avoir... Évidemment, on peut graduer en fonction des établissements hospitaliers l'approche par produit. Il y a des endroits où ils vont dire nous, on peut faire plus de réduction de risque sur la cocaïne, sur le cannabis. Il y a 15 ans de ça, le cannabis, quand ça apparaissait, tout le monde disait si les gens fument, on les fera sortir, on va les exclure. Maintenant, c'est rare que les gens excluent des patients. Enfin, c'est plus rare, pardon, ça existe. Les consommations de cannabis, ça devient plus accepté. Il y a une vraie évolution en termes de réduction de risque vis-à-vis de cette substance. Le défi, il est sur d'autres substances aujourd'hui, mais une fois qu'on aura relevé le défi de celle-là, il faudra relever le défi d'autres, et ainsi de suite. Donc c'est un modèle qui est très patient-centré. Malgré tout, il y a aussi quand même des publications qui montrent que certains patients même demandent que lorsqu'ils sont hospitalisés, qu'on recherche plus les drogues dans les urines. Il y en a même certains qui demandent qu'il y ait des chiens renifleurs pour pas que les produits circulent. Donc il y a un certain nombre de logiques aussi qui sont demandées par les patients dans certains endroits pour faire face à des mesures de consommation. Donc tout ça, c'est discuté. Et certains patients même font la différence entre les produits dont ils pourraient bénéficier, on va dire, avec droit dans le service, et des produits qui arriveraient par contrebande, et que ça serait plus des modalités de contrat, d'avoir certains produits accessibles, et que si les gens consomment des produits non accessibles, ils sont, on va dire, exclus. Donc voilà pour l'aspect hospitalier, ça mérite évidemment un débat, des questions, des échanges. Je pense qu'on est qu'au balbutiement de cette question, et qui est ouverte et qui est très importante, il me semble. C'est un énorme défi. J'espère que vous aurez été sensible également à ce plaidoyer. Mais pour continuer dans la question de la réduction des risques en pathologie duelle, on parle de l'hôpital, et ce que j'ai dit, c'est que les patients souffrant de pathologie duelle sont souvent les plus exclus, pathologie mentale, comorbide de pathologie addictive. Le modèle le plus classique de personnes exclues du logement qui présentent des pathologies mentales et des pathologies addictives associées, c'est le modèle du un chez soi d'abord, qui est ce modèle qui va proposer sans condition, sur le modèle du Housing First historique des États-Unis, le chez soi d'abord, modèle qui propose à des gens présentant des pathologies mentales et exclus un accueil et un hébergement sans condition
avec, chez des patients qui sont également très souvent consommateurs de substances et pour lesquels la question de la réduction des risques se pose de façon très importante. Les 1 chez soi d'abord en France, ce modèle issu des États-Unis, mis en place aux États-Unis dans les années 1990, c'est un modèle très fort qui loge actuellement plus de 2500 personnes. Ce sont des logements dans des dispositifs de parc privé pour 85% d'entre eux. Ce sont des personnes qui bénéficient à la fois d'aides venant des agences de santé et venant de l'État pour se loger. Donc il y a une communauté du 1 chez soi. Si vous connaissez des dispositifs du 1 chez soi d'abord, si vous en faites partie, c'est une communauté très soudée avec des dispositifs qui sont répartis sur tout le territoire national et qui sont des dispositifs qui se prêtent beaucoup au partage d'expériences, à la construction d'outils expérientiels et collaboratifs. Et nous avons souhaité avec Marie proposer un projet de recherche justement pour savoir quel type de réduction des risques, quel type de réflexion a été faite autour de la réduction des risques pour l'usage de drogue, mais d'une façon générale, la réduction des risques universels, était faite pour ces usagers du 1 chez soi d'abord, qui à la fois présentent des pathologies mentales et des pathologies addictives, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ce que nous avons proposé, c'était un projet de recherche qui a été financé par l'IRES, c'est un projet dit d'amorçage, qui nous a permis un peu de regarder ce qui se passait dans les 1 chez soi d'abord, qui nous ont accueillis de façon fort sympathique. On s'est présenté auprès d'eux pour un projet de recherche pendant 12 mois. Et l'idée, c'était de créer, de les interroger sur ce qui existait comme outil de réduction des risques en pathologie duelle, mais en réduction des risques d'une façon générale, et voir un peu si ces outils étaient, on va dire, s'ils étaient satisfaits de ces outils, s'ils s'en servaient, s'ils avaient besoin d'autres outils. Alors comment on a fait ça? On a d'abord regardé s'il existait des outils de réduction des risques en pathologie duelle ou en des réductions des risques universels, donc comme je parlais tout à l'heure, dans la littérature. On a fait une revue de la littérature. Dans un deuxième temps, on a à travers la cartographie des 1 chez soi d'abord, on leur a envoyé, on s'est approché d'eux, on a participé aux journées nationales, on les a interrogés, on leur a envoyé un questionnaire pour savoir s'ils s'intéressaient à la réduction des risques et qu'est-ce qu'ils pensaient de la réduction des risques et comment ils l'implémentaient. Et puis enfin, Marie et une collègue ont fait auprès d'un certain nombre de dispositifs, ont animé des groupes de recherche, des groupes Delphi, une modalité de recherche participative où les gens en fait vont présenter en fait des groupes où on va travailler, où les gens font remonter leur questionnement. Et de ces questionnements, on a fait émerger un certain nombre de problématiques concernant la réduction des risques au sein d'un 1 chez soi d'abord. Encore une fois, l'intérêt d'un 1 chez soi, c'est vraiment parce que ça se destine à des personnes souffrant de pathologies duelles la plupart du temps, très exclues, donc pour lesquelles, et qui est avec une logique très forte communautaire de ces dispositifs, très soudée, et qui s'appuie beaucoup sur la parole des usagers et sur le savoir expérientiel. Dans un premier temps, on a fait du lien avec les personnes du dispositif. On a été présent aux journées nationales à Dijon, Poitiers, Strasbourg. On a participé aux séances plénières pour faire du lien avec eux, pour les sensibiliser à cette démarche de recherche. Et ils nous ont accueillis très favorablement, encore une fois. Dans un deuxième temps, on a fait une analyse de la revue scientifique pour savoir ce qu'il y avait dans les littératures sur cette réduction des risques plutôt universelle, comme je disais tout à l'heure. Et donc on a recherché les outils de réduction des risques utilisés, et notamment dans les dispositifs qui ressemblent aux dispositifs de type 1 chez soi d'abord. Et on a regardé ce qui existait comme type de dispositif. Et en fait, d'outils de réduction des risques universels. Et ce qu'on a constaté, en fait, c'était que, en gros, il n'y avait pas grand-chose, ça c'est une évidence, qu'il y avait des choses concernant la réduction des risques classiques, infectieux ou d'overdose, mais qu'il y avait des besoins concernant, il y avait des outils intéressants sur la réalisation de bilans de santé somatique pour des personnes qui sont souvent exclues des dispositifs, qui n'ont plus de médecin traitant, qui n'ont pas de suivi somatique, et puis des éléments aussi sur la santé sexuelle des usagers. Ensuite, on a fait une cartographie, on a interrogé les 1 chez soi d'abord, on leur demandait quels outils de réduction des risques ils utilisaient. Et donc là, les outils utilisés correspondaient à ce qu'on a retrouvé dans la littérature, c'est-à-dire que les intervenants du 1 chez soi d'abord utilisent beaucoup des outils de réduction des risques concernant les usages de drogue, aussi sur la consommation d'alcool et de tabac, un peu sur les pratiques sexuelles mais moins, beaucoup moins sur les violences sexuelles et sexistes,
et beaucoup moins sur la question de la réduction des risques universels, c'est-à-dire si vous consommez de la cocaïne, ça risque de vous faire délirer ou des choses comme ça. Et tout ce qui est risque en soi, je perds mes clés parce que j'ai consommé, je me fais exclure de mon appartement parce que j'ai fait trop de bruit et j'ai eu des troubles de comportement. Finalement, il y a très peu de dispositifs qui travaillent sur cette question de réduction des risques, or que, quand même, d'une façon générale, pour ces usagers-là, ces locataires-là, pardon, excusez-moi, la question de conserver un appartement, c'est une question fondamentale et c'est souvent une des premières questions qui apparaît. Alors pour terminer, quand j'ai presque terminé, pardon, les groupes transversaux sur lesquels a travaillé Marie sur un certain nombre de dispositifs, sur 5 villes, eh bien, qu'est-ce qu'a fait remonter ce projet? Eh bien, ils avaient un besoin d'aborder la question de la réduction des risques, ils avaient un besoin de nouveaux outils et qu'il fallait intégrer le process de réduction des risques à la question du rétablissement au long cours, qu'il fallait également travailler sur le fait que les intervenants, les usagers puissent parler de leur expérience et qu'il fallait construire de nouveaux outils qui s'intéressent notamment à la violence, au trauma ou à des risques plus complexes qui finalement intègrent la vie complète des individus. Donc les équipes sont largement sensibilisées à la réduction des risques, mais quand même, elles ont besoin d'outils en ce qui concerne la réduction des risques en pathologie mentale ou de réduction des risques universels. Voilà, j'en ai terminé. Des pistes pour le futur. On a depuis mis en place avec le 1 chez soi d'abord national un groupe de travail sur la réduction des risques du 1 chez soi. On espère créer des outils tels qu'ils nous avaient été demandés et ensuite les tester d'ici 1 à 2 ans dans le cadre d'un projet de recherche pour voir si ces outils que nous allons créer sont, on va dire, plébiscités par les usagers ou s'ils sont fonctionnels déjà ou s'ils sont efficients. Je vous remercie. Désolé, j'étais un peu long, j'ai fait du 2 en 1, mais à présent, je vais passer la parole au docteur Julien Cabé qui va nous parler finalement si la réduction des risques commençait chez les jeunes, bien plus tôt. Vous avez la parole. Je vais me déplacer là. Merci du coup Georges pour cette introduction. Et effectivement, donc l'idée sur ce symposium, c'était de décaler un petit peu la focale. Là, on a beaucoup parlé de la réduction de risque chez des usagers réguliers en général ou des gens qui présentent un trouble de l'usage de substances. Et donc nous, on s'intéresse beaucoup depuis plusieurs années maintenant à Clermont-Ferrand, à la population adolescente ou jeunes adultes, à essayer de les caractériser sur le plan de leur consommation et aussi d'évaluer un petit peu les risques, puisqu'on a quand même souvent tendance à globaliser, à généraliser les ados, les jeunes, comme on les appelle, comme s'ils avaient tous les mêmes motivations à consommer, qu'ils prenaient tous les mêmes risques et qu'ils avaient tous les mêmes profils psychopathologiques. Et donc notre hypothèse, c'était de montrer que ce n'était pas le cas, et je vais vous montrer qu'a priori, on ne s'était pas trompé. Voilà, donc pour cette présentation, je vais vous présenter 2 articles qui sont en cours, qui sont en cours d'analyse maintenant par les éditeurs. Un premier sur les aspects de lien entre santé mentale, conduite addictive et qualité de vie. Et puis donc là, plutôt axé sur les substances psychoactives. Et puis un deuxième article qui s'est intéressé à un autre comportement que les jeunes utilisent beaucoup, c'est l'usage d'Internet, réseaux sociaux et jeux vidéo. Si vous avez des ados à la maison, vous savez de quoi je parle. Et donc on a aussi essayé d'aller voir si ce qu'on retrouvait avec les substances, on les retrouvait aussi avec l'usage d'Internet. Oui, c'est bon, il y a un petit timing. Alors, la santé mentale adolescente, c'est un sujet que vous connaissez tous, on en entend parler. C'est une période extrêmement importante du développement chez les jeunes. Ce qu'on sait, c'est qu'au niveau international, 14% des adolescents souffrent de troubles mentaux et notamment de dépression et d'anxiété, avec un impact extrêmement important sur la morbimortalité et sur le fonctionnement, c'est-à-dire la capacité à s'adapter à leur environnement, que ce soit sur le plan social, relationnel ou en termes d'activité. On sait aussi qu'il y a un rôle essentiel de cette santé mentale, de cette bonne santé mentale, au sens vraiment très général, notamment par le biais des compétences psychosociales et d'un environnement protecteur. Alors autant en France, on est plutôt pas mal, autant si on va regarder en Afghanistan ou à Gaza en ce moment, c'est pas tout à fait la même chose. Donc on voit que malgré tout, on a de la chance ici, et même comme ça, vous allez voir que nos jeunes vont quand même pas super bien.
Qu'est-ce qui se passe justement au niveau de la santé mentale? L'étude en classe de 2022 que je vous présente ici, qui a un score de santé, de bien-être mental, pardon, proposé par l'OMS, qui montre, vous le voyez, hein, une dégradation qui est extrêmement franche entre la 6e, donc le début du collège, et la terminale. Vous le voyez en bleu pour les garçons et en orange pour les filles, que cette dégradation, elle n'est pas tout à fait similaire. On a une dégradation qui est bien plus forte pour les jeunes filles. Et vous le voyez, ça se dégrade vraiment catastrophiquement pendant le collège, avec plutôt une stabilité derrière. Et vous voyez ici, pardon, plus de la moitié des jeunes filles qui considèrent ne pas avoir un bon bien-être mental au cours de ces années. Donc on voit que c'est très marqué et que ça ne s'arrange pas malheureusement au cours du lycée. Si on regarde un petit peu la situation en France, donc là on a le niveau de dépression évalué par l'échelle ADRS. 14% des collégiens 4e, 3e et 15,4% des lycéens présentent selon l'échelle ADRS un risque élevé de dépression. Et on va retrouver notamment, un peu plus dans le détail, des notions de manque d'énergie, de découragement ou de difficultés cognitives qui sont apportées par les jeunes. On voit là aussi qu'il y a c'est pas sur cette figure-là, mais il y a des pensées suicidaires qui sont très fréquentes. Moi, ça m'a beaucoup étonné, mais 24% des lycéens évoquent des idées suicidaires au cours de l'année. Et on voit qu'il y a une dégradation qui est vraiment majeure depuis 2018. Et vous le voyez sur le schéma de droite, une dégradation qui est particulièrement marquée à nouveau chez les jeunes filles, avec des scores qui sont extrêmement importants et qui ne s'améliorent à nouveau pas du tout pendant les années de lycée, où normalement on commence à sortir un peu de ces années de collège qui sont souvent un petit peu difficiles. Donc un besoin vraiment urgent de sensibiliser toutes les personnes qui vont rentrer en interaction avec ces jeunes. Alors en parallèle, les conduites addictives à l'adolescence, à nouveau une vulnérabilité très particulière des adolescents concernant l'initiation de ces comportements addictifs et aussi sur la toxicité. Les jeunes sont en pleine période de maturation cérébrale avec un sur-risque lié à l'usage de ces substances. Ce risque, il est notamment plus élevé avant l'âge de 15 ans et il va durer jusqu'à la fin de la maturation cérébrale, vers 20 à 25 ans selon votre précocité de maturation et de construction psychologique. Donc on a vraiment une période, celle qu'on vise nous là, entre collège et lycée, qui est particulièrement sensible. Qu'est-ce qu'on va remarquer? On va voir les courbes juste après. Une tendance quand même, heureusement, en tout cas c'est plutôt positif, de baisse pour l'alcool, le tabac et le cannabis. Et effectivement, quand on regarde les courbes des derniers rapports Escapade, on va retrouver une tendance un peu globale de la réduction du tabac, que ce soit sur l'expérimentation, merci beaucoup, l'usage mensuel ou quotidien. Un usage aussi qui réduit progressivement pour l'alcool. C'est plutôt une bonne nouvelle aussi, parce qu'on avait une expérimentation dans les années 2000 qui était à 95%, on n'est plus qu'à 80%, et des usages notamment mensuels qui ont tendance un petit peu à baisser. Et puis sur le cannabis aussi, depuis 2014, on voit une dégradation qui s'est mise en place. Alors évidemment, les données, on les a toujours avec 2-3 ans de retard, donc on verra ce que ça donne en termes de trajectoire. Et donc, moi, ce qui m'a beaucoup inquiété et du coup, qui a lancé un peu ce travail qui s'intègre dans mon travail de thèse, c'est vraiment cette perspective. Là, avec à gauche, vous le voyez, l'augmentation au cours des années de scolaire des usages, de la 6e à la terminale. On voit qu'il y a pour toutes les substances, malgré une baisse générale, on a une augmentation qui se fait au fur et à mesure des années. Et ça, c'est un peu mis en perspective avec cette dégradation de la santé mentale qui s'accentue avec le temps. Alors évidemment, quand on les voit, ça c'est séparé, c'est 2 enquêtes différentes. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce que c'est lié ou pas, finalement, ce phénomène? Et quelles questions ça pose dans un contexte où la santé mentale a tendance à se dégrader énormément, notamment depuis le Covid. Donc on était très content de nos chiffres addictologiques, mais est-ce qu'ils ne vont pas être un peu plus pourris dans les années qui viennent, parce que la dégradation de la santé mentale s'accentue de manière très franche. Alors, quelques éléments de réponse avec ce premier article. Donc, c'est un protocole qui s'appelle Dopado, qu'on a porté en Auvergne-Rhône-Alpes entre 2018 et 2020. Un arrêt un petit peu brutal lié au Covid, on ne le remerciera pas, du coup. Donc, on avait fait une étude randomisée stratifiée par notamment type d'enseignement public-privé et statut de la commune rurale, urbain, périurbain. C'est un financement NSM qui nous a permis de mener ce projet. Donc on a pu évaluer chez un grand nombre d'adolescents les caractéristiques sociodémographiques, les usages de substances psychoactives et de médicaments, la santé psychologique et psychiatrique au sens un peu plus large et la qualité de vie. Alors, quelques outils pour ceux que ça intéresse. Pour les conduites addictives, on a notamment utilisé l'ODITC, la CAST, l'IAS pour Internet, la DOSPA pour les conduites à risque liées aux substances. Pour la santé psychologique, l'HAD pour l'anxiété, dépression et la CASIS pour la détresse psychologique. Et pour la qualité de vie, c'est l'échelle VSPA, donc une échelle de qualité de vie perçue par les adolescents. Et c'est 2 fois, je ne sais pas pourquoi.
Alors, qu'est-ce qu'on retrouve pour les substances psychoactives? Donc déjà, vous dire qu'il y avait 4844 sujets qui ont pu être analysés dans cette étude, sur 61 établissements différents sur toute l'Auvergne-Rhône-Alpes, 34 du collège pour 2904 élèves et 27 de lycée pour 2413. Pas d'effet centre lors des analyses, donc on n'est pas plus dépendant en Auvergne qu'en Rhône-Alpes, on est à peu près équivalent. Qu'est-ce qu'on retrouve en premier résultat? Vous voyez ici, on a séparé les anxieux, les déprimés et les anxieux déprimés qui mêlent les deux. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, on a quand même 50% de nos jeunes qui ont des symptômes anxieux et ou dépressifs à l'échelle HAD. Et on a seulement finalement que 50% qui ne présentent pas ces symptômes-là. On retrouve aussi 43% des jeunes sur l'échelle Cassis qui montrent une détresse psychologique élevée, donc c'est-à-dire que ça dépasse le fait d'être anxieux ou déprimé. C'est une détresse psychologique qui peut être liée à d'autres facteurs. Et à nouveau, on va le voir, ça touche particulièrement les jeunes filles. Alors si on regarde un petit peu l'analyse un petit peu séparée de ces 4 sous-groupes, donc anxieux, anxieux-déprimé, déprimé et rien, ou NN. Sur le plan des consommations, vous voyez, on a une consommation qui est significativement supérieure dans les groupes avec symptômes, on va appeler ça symptômes psychiatriques pour généraliser, 22% chez le groupe sans symptômes psychiatriques, jusqu'à 35% pour les anxieux dépressifs. C'est également le cas pour l'usage régulier de tabac, on passe de 8 à au maximum 21% pour à nouveau les anxieux déprimés. C'est également le cas sur l'usage à risque de cannabis, 22% jusqu'à 40% quasiment pour les anxieux dépressifs. Et puis, de manière générale, pour les usages de substances illicites, autres, puisque le cannabis n'est pas licite, on passe là aussi de 4% chez les non-symptômes psychiatriques jusqu'à 11% pour les anxieux déprimés. Si on regarde plus particulièrement ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les usages à risque de substances liées aux substances psychoactives, là aussi, on a des chiffres qui sont importants. On monte jusqu'à 40% qui ont un score supérieur ou égal à 2 pour les anxieux dépressifs, contre seulement 16% pour les sujets qui n'en présentent pas. Et enfin, pour terminer sur les comportements de binge drinking, là aussi, c'est quelque chose qu'on généralise beaucoup en population adolescente. Et bien en fait, ce n'est pas tout à fait le cas. À nouveau, ceux qui n'ont pas de symptômes sont plutôt autour de 13% de pratiques de binge drinking, contre 18 à 29% pour ceux qui présentent des symptômes psychiatriques. Donc là, vous voyez déjà, on s'est dit, il commence à y avoir quelque chose. Peut-être qu'il y a dans tout ça des clusters d'adolescents qui sont un petit peu différents. Donc on a fait une analyse. Et on a bien trouvé effectivement, alors là, ça paraît pas être très séparé parce que c'est collé, mais c'est du 3D, donc il faut que vous imaginez qu'en fait, on peut tourner autour de ce nuage de points, chaque point étant un sujet. Et on a donc 3 clusters qui ont émergé dans notre analyse. On les a du coup analysés ensuite en fonction de à la fois la santé psychologique, le niveau d'usage, les conduites à risque et la qualité de vie. Et qu'est-ce qu'on a trouvé ? Donc notre petit groupe bleu à gauche, le cluster 1, c'est un cluster qui globalement fonctionne plutôt bien. Il y a une santé mentale qui est plutôt raisonnablement altérée. 80% en tout cas n'ont pas de symptômes psychiatriques. Il y a aussi peu de sujets, que seulement 10% qui présentent une détresse psychologique élevée. Et puis on a, par contre, vous voyez une majorité de garçons dans ce groupe-là. Ils sont plutôt au collège et on a un âge moyen qui est qui est entre 4 plutôt inférieur à 15 ans. Donc ils sont plutôt un tout petit peu plus jeunes que ceux des autres groupes. Et on a, vous voyez ici, dans cette sous-population spécifique, un nombre de sujets qui ont des conduites à risque de substances de 6%. À votre avis, ça va monter ? Oui. On a un cluster 2 ensuite, le cluster orange, qui est un cluster, vous voyez, majoritairement féminin, et donc sans surprise, mais malheureusement, on retrouve pour le coup une pourcentage de symptômes psychiatriques beaucoup plus important. Il n'y a plus que 16% de sujets dans ce groupe qui ne présentent pas de symptômes, une détresse psychologique sévère pour 80% de ce groupe. Et donc là, vous voyez déjà, on commence à avoir un niveau d'usage problématique, là, spécifiquement, qui augmente un peu pour toutes les substances de manière générale. Et là, on a aussi un niveau d'usage à risque qui va augmenter puisqu'on passe de 6 à 13% de sujets dans ce groupe-là. Et puis, troisième petit cluster en haut, le cluster gris. Donc là, vous voyez un cluster... oui, c'est le dernier truc, si vous voulez prendre la photo, c'est maintenant. Cluster gris, ils sont un petit peu différents. On a un petit peu moins de filles, on est un peu plus équilibré. Garçons-filles, ils sont un petit peu plus vieux, vous voyez, ils sont un peu plus au lycée, ils sont un petit peu plus âgés. Là, on retrouve un niveau de symptômes psychiatriques qui est quand même assez important, puisqu'il n'y a que 38% qui n'en présentent pas. Ils sont un petit peu moins en détresse psychologique que le cluster 2. Et alors, par contre, au niveau des usages, là, ça explose. On a vraiment des usages beaucoup plus importants. 89% qui présentent un usage d'alcool problématique, c'est-à-dire avec des scores supérieurs à 3 ou 4 à l'audit C.
On a aussi des usages de tabac régulier qui passent de 3% pour le cluster 2 à 49% pour ce cluster. On a des usages réguliers de cannabis qui augmentent aussi, des conduites de binge qui sont extrêmement importantes, 68 contre seulement 4 pour le premier cluster, et des usages à risque liés aux substances très importants, 76% contre seulement 6 pour le premier cluster. Donc vous voyez une population assez spécifique. Donc si je résume comme moi je les appelle, le cluster 1, il va bien, le cluster 2, ils ont une santé mentale très altérée et des usages qui commencent à être significatifs, et un cluster 3 qui a une santé mentale pas terrible et un niveau d'usage extrêmement important. Alors tous ces gens-là, est-ce qu'ils ont un peu le même profil de qualité de vie? Et donc on a regardé toutes les dimensions proposées par la VSPA, j'espère que je ne suis pas trop long, ça va. Donc ce qu'on regarde, c'est que vous avez sur la figure de droite, si vous regardez le triangle orange et le triangle gris, ce sont les deux clusters qui vont un petit peu moins bien, le cluster orange étant celui qui est le plus affecté sur le plan de la santé mentale. On voit que ces deux-là, globalement, sur le bien-être physique, le bien-être mental, l'image de soi, la relation avec les parents, avec les profs, le travail scolaire et la vitalité, ils sont quand même très altéré, beaucoup plus que le cluster bleu, qui, vous voyez, pointe beaucoup plus sur le 4e quartile, donc le haut de ce score. Ce qu'on voit par contre, ça nous a un petit peu surpris quand on l'a vu, mais en fait, il y a une logique, c'est que sur les aspects de relations amicales et de loisirs, et bien finalement, le cluster 3 qui consomme beaucoup est beaucoup moins affecté en termes de vécu subjectif. Comme si, et ça c'est vrai qu'on le retrouve dans la vraie vie, hein, on se construisait un groupe, un environnement de pairs usagers avec lequel on maintient du coup une vie sociale et une vie en termes de loisirs. Et c'est vrai que du coup, l'image, encore une fois, du jeune toxico qui reste dans sa chambre à fumer ses joints, bah, elle s'effondre un petit peu là, parce que finalement, quand on regarde leur profil, c'est pas tout à fait le cas. Ils arrivent à recréer une vie sociale au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, nous, en tant qu'adultes. Alors, quel constat pour ce premier article, hein, nombreux adolescents qui vont combiner ces symptômes anxieux et dépressifs, symptômes anxieux-dépressifs, comportements addictifs et qualité de vie faible, avec des filles qui sont bien plus altérées que les garçons. Une présence importante de comportements à risque liés aux conduites addictives dans les deux sous-groupes, dont un qui est fondamentalement impacté et qui serait donc vraiment intéressant à repérer vite pour pouvoir accompagner sur une démarche de réduction des risques. Et donc des questions qui continuent à se poser, parce qu'on est sur une étude transversale, donc est-ce qu'il y a une trajectoire particulière de ces jeunes? Est-ce que ceux-là, on peut peut-être les identifier encore plus tôt, notamment est-ce qu'ils font peut-être partie du cluster 2 qui va évoluer vers ce cluster 3 en vieillissant? La question des motivations à consommer, est-ce qu'on peut identifier des motivations associées à ces clusters de risque? C'est un travail qu'on est en train de mener en ce moment. Et enfin, est-ce qu'il y a un usage, un détournement de médicaments qui est associé? Parce qu'on n'a pas pu inclure cette variable-là, mais on a aussi des usages de médicaments par catégorie, par classe pharmacologique. Et donc, c'est aussi un travail qu'on est en train de mener en ce moment, de voir quels sont leurs usages associés. Qu'est-ce qui pique dans la pharmacie à la maison, finalement, quand ils ne consomment pas de substances? Est-ce qu'ils ne consomment pas des médicaments? Voilà pour ce premier article. Et donc, deuxième article et la suite de mon propos sur l'usage d'Internet, qu'on a appelé l'usage problématique d'Internet, puisque la dépendance à Internet, vous le savez, n'existe pas aujourd'hui. On s'est quand même interrogé, vu que c'est un comportement qui maintenant est complètement ubiquitaire, qui pose problème, on le sait, c'est mal défini, c'est un peu flou, mais on se rend bien compte tous que même nos usages à nous d'Internet, ils sont quand même pas jojo par moment. Et donc, on s'est dit qu'on allait regarder ce qui se passait. Alors, quelques éléments de contexte. Une évolution considérable de l'accès à Internet en France. 31% des foyers qui avaient accès en 2003, 93% qui avaient accès en 2022. Autant dire qu'en 2025, je pense qu'on est autour de 100. Un usage quotidien qui est de 97% par les jeunes en 2022 contre seulement 42% en 2006. Notamment un usage centré sur les communications, les loisirs, l'actualité, le streaming de musique, vidéo et les jeux. Ce qu'on sait, c'est qu'on a donc une accessibilité extrêmement importante par les adolescents à ces contenus liés à Internet. Alors, quelle méthode on a utilisée? À peu près le même design, hein, vous avez compris. On a utilisé l'échelle Internet Addiction Scale qui a été proposée par Orman, une échelle qui a été validée dans son utilisation par Matas et collaborateurs en 2015. Alors, ce n'est pas la meilleure échelle du monde en 2025, il y en a des mieux. Donc, si vous faites des travaux, c'est peut-être pas plus celle-là qu'il faut prendre, mais à l'époque, elle était très bien. Et elle va évoluer plusieurs dimensions addictologiques, on va le voir. Il y a des seuils qui sont proposés par cette échelle, inférieur ou égal à 3, pas de risque, 4 à 6, usage à risque, et supérieur ou égal à 7, dépendance. Et donc, dans cette étude, on s'est intéressé, nous, à la population en jaune, donc tous ceux qui avaient un usage à risque ou un risque de dépendance lié à cet usage d'Internet.
Alors, 4861 sujets qui ont pu être analysés dans ce travail. Qu'est-ce qu'on va retrouver? 42% de jeunes qui présentent un usage à risque lié à Internet, 11% qui présenteraient un risque de dépendance d'après cette échelle. Soit, si on fait le calcul, plus de la moitié, 53% de jeunes qui ont un usage problématique d'Internet. En termes sociodémographiques, deux facteurs, je ne vous ai pas tout mis, mais deux facteurs qui ressortent de manière intéressante. Les filles sont plus susceptibles d'avoir dans ce groupe d'usage à risque que les garçons. Et alors là, ça bat en brèche l'image du geek qui joue aux jeux vidéo toute la journée avec un garçon, puisque c'est plus vraiment ça. Et on a aussi retrouvé, alors là, dommage pour eux, que le fait d'avoir de l'argent de poche supérieur à 40 € était aussi un facteur associé à être dans ce groupe à risque. Tous les autres facteurs ne ressortent pas de manière significative. Si on prend une approche plus dimensionnelle, puisqu'une échelle c'est bien, mais on a voulu s'intéresser quand même un peu à l'approche qu'on utilise aujourd'hui de spectre un peu de sévérité, et surtout voir quels risques vraiment pouvaient être associés, en tout cas pour les jeunes, de manière déclarative à cet usage d'Internet. Et donc on a ressorti et extrait des dimensions de cette échelle. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le groupe le plus problématique, avec l'usage le plus problématique? À 97%, ils déclarent passer trop de temps. Ils perçoivent passer trop de temps sur Internet. Et vous voyez que dans le groupe qui ne présente pas de risque, on est seulement à 30%. Ils déclarent avoir du craving, donc d'une envie incontrôlable parfois de consommer Internet, contre seulement 12% dans le groupe qui ne présente pas de risque, donc le groupe vert. Oula, pardon. À 82%, ils retrouvent avoir des problèmes relationnels, ce qui est à nouveau plus le cas quand on regarde les groupes qui sont à moindre risque. Il y a un phénomène de tolérance et de sevrage. Alors bien sûr, c'est approximatif, c'est pas pharmacologique, mais en tout cas, ils ont bien une sensation de devoir augmenter la dose et puis d'une certaine manière d'être très frustrés avec des symptômes d'agitation, notamment quand ils arrêtent. Pour 90% du groupe le plus à risque, ça a gêné leur capacité à répondre à leurs obligations, c'est-à-dire aller en cours, aller au travail par exemple. Pour 96%, on va retrouver une perte de contrôle liée à l'usage. On a aussi une perte de contrôle par rapport aux conséquences. Alors, c'est moins présent comme symptôme. Il y a un désir persistant pour 51% des jeunes dans le groupe dépendance contre seulement 4% pour les autres. Et puis, pour 96%, il y a eu un abandon d'activité, avec, vous voyez, à chaque fois un gradient qu'on observe à chaque fois entre l'usage le moins à risque et l'usage le plus à risque dans ces trois groupes. Alors, on les a un petit peu plus scrutés quand même, parce que c'est ça qui est intéressant. Premier élément sur notre santé mentale. Est-ce que le groupe qui a ces usages à risque est plus pathologique sur le plan de la santé mentale? Eh bien, sans surprise, significativement oui. On passe de 10% à 20% de sujets qui présentent des symptômes dépressifs et de 35% à 57% de sujets qui présentent des symptômes anxieux, avec là aussi une détresse psychologique élevée qui va être beaucoup plus importante, 28 à 56% dans le groupe le plus pathologique. Qu'est-ce qu'on retrouve sur le plan de leur qualité de vie? Pardon. Eh bien, on va retrouver, alors là on le présente un petit peu différemment, c'est en score moyen, avec l'écart type, et vous voyez qu'à chaque fois, en fait c'est un score entre 0 et 100, plus vous êtes proche de 100, mieux vous êtes en termes de qualité de vie perçue, et là on voit qu'à chaque fois, il y a une dégradation qui est importante, à chaque fois une dizaine de points, une quinzaine de points. Vous avez ici l'odd ratio. Tac. À chaque fois, vous avez une dégradation extrêmement importante, que ce soit sur la santé physique, la santé mentale, l'image de soi, les relations avec les parents, les profs, le travail scolaire et la vitalité. Par contre, à nouveau, on ne retrouve pas de différence. Je l'ai pas mis. On ne retrouve plus de différence significative quand on regarde, enfin, si elle est, mais elle est moins importante, pardon. Une différence moins importante en termes de valeur pour ce qui est à nouveau des loisirs et de la relation amicale, ce qui n'est pas très étonnant, puisque qu'est-ce qu'on fait beaucoup sur Internet? Eh ben, on joue aux jeux vidéo en réseau, en ligne, et donc c'est là aussi où on peut faire des relations sociales. Est-ce que nos usagers problématiques d'Internet consomment plus de substances? Deuxième question intéressante. Eh bien, la réponse est plutôt oui. À nouveau, significativement, on va avoir un pourcentage d'usagers problématiques d'alcool qui est plus important, 20 contre 27% dans le groupe le plus pathologique. On va retrouver aussi un usage régulier de tabac qui est significativement plus important. Pareil pour le cannabis. Et puis on va retrouver aussi un usage à risque lié aux substances plus important, 16% contre 28% dans le groupe d'usage problématique d'Internet. Donc il semble quand même y avoir une association qui existe entre ces deux phénomènes. Alors, quelques analyses à nouveau, hop là, parce qu'on les a donc à nouveau remoulinées pour voir si des clusters existaient. Je n'ai pas la petite figure jolie du nuage de points, mais elle est un peu similaire. On a à nouveau 3 clusters qui sont apparus. À nouveau, un cluster, vous voyez, qui est quand même plutôt protégé sur le plan de la santé mentale, 77% qui n'ont pas de symptômes. Un deuxième cluster qui, pour le coup, lui est très altéré, seulement 13% qui n'ont pas de symptômes anxieux ou dépressifs. Et un troisième cluster qui est entre les deux, avec autour de 38% sans symptômes anxieux ou dépressifs.
Alors ces 3 clusters, on va essayer de les caractériser un petit peu, vous le voyez. Le cluster 1, le niveau le plus faible d'usage à risque d'Internet. On n'est qu'à 38% à peu près de ces usagers, contre quasiment 65 à 70% pour les clusters 2 et 3 de manière à peu près équivalente. Ce qu'on retrouve à nouveau, c'est que le cluster qui est altéré, mais un petit peu moins que le cluster 2, on a à nouveau des usages de substances qui explosent dans ce groupe-là. Vous voyez, c'est la colonne la plus à droite, que ce soit pour l'usage excessif de café. Alors on a considéré que plus de 6 cafés par jour pour un adolescent, c'était important. Et ça questionnait en tout cas. Et idem pour les usages illicites de drogue, d'alcool, le binge drinking, le tabac régulier, le cannabis et à nouveau les usages à risque liés aux substances. Quelques critères supplémentaires. À nouveau, le cluster 2 a une... non, là, c'est l'argent, pardon. Donc, le cluster 2 est celui qui a le moins d'argent. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pour ça qu'ils sont déprimés. Je ne sais pas, on n'a pas fait l'analyse. Mais en tout cas, on voit que là où il y a le plus d'argent, c'est plutôt effectivement à nouveau le cluster 3. Et on voit qu'en tout cas, si on regarde entre le 1 et le 3, on va avoir effectivement une tendance à revoir l'association chez les jeunes qui ont plus de 40 € d'argent de poche par mois. Enfin, pour terminer sur le genre, à nouveau, le cluster 2 très impacté, très lié au fait d'être une fille. On voit que c'est un petit peu moins le cas, comme on l'avait vu dans la première analyse pour le cluster 1 et le cluster 3. Et donc pour terminer sur les éléments de qualité de vie concernant ces 3 clusters, on retrouve un petit peu le même profil. Un cluster 1 qui globalement va plutôt bien sur le plan de la santé mentale, consomme assez peu de substances et en tout cas prend peu de risques avec, a une qualité de vie qui est quand même plutôt préservée et qui n'a pas un usage à risque lié à Internet très important. Le cluster 2, à nouveau très altéré sur le plan de la santé mentale, très altéré aussi sur le plan de l'usage à risque d'Internet, des consommations de substances qui sont modérées, avec un risque aussi qui est modéré, une qualité de vie qui est extrêmement altérée. Et un cluster 3, on va retrouver une santé mentale un petit peu moins altérée, mais par contre des niveaux d'usage de substances problématiques très importants, des niveaux d'usage à risque de substances aussi très importants, et une qualité de vie qui est, sur la suggestion du professeur Bruce, en assuré, puisqu'effectivement ils sont préservés pour les aspects de loisirs et de relations amicales. Voilà, donc en synthèse, une exposition massive aujourd'hui des adolescents à Internet, plus de 50% des adolescents qui ont un usage problématique d'Internet. Alors effectivement, on peut critiquer après l'échelle, on peut recalculer probablement des pourcentages avec d'autres évaluations, mais en tout cas, on a quand même des signaux d'alerte à ce niveau-là. Donc des modèles théoriques, des critères et des outils à affiner, surtout pour pouvoir avoir cette évaluation vraiment intégrative à la fois des différentes dimensions, santé mentale, conduite addictive, qualité de vie et usage à risque. Et puis donc cette association entre usage d'Internet à risque, usage problématique de substances, troubles psychologiques et qualité de vie. Voilà, donc je plaide bien sûr, parce que c'est ce pourquoi on plaide depuis toujours, mais une nécessité d'approche de repérage précoce, de réduction des risques et de prévention intégrée chez les jeunes. Peut-être arrêter de ne regarder qu'une seule facette du dé, mais regarder toutes les facettes en même temps, et pouvoir en tout cas leur donner l'opportunité à eux de s'évaluer, de s'auto-évaluer peut-être dans toutes ces dimensions, pour qu'on puisse vraiment identifier ce groupe très vulnérable qui va forcément évoluer de manière péjorative, a priori, si on ne peut pas les repérer, les accompagner plus tôt. Je vous remercie. Merci, Dr Cabé. Alors, nous avons la place pour quelques petites questions ou réactions. Karine Makouba, je suis médecin à Toulouse. En fait, oui, sur les premiers résultats que vous avez présentés, docteur Cabé, je voulais savoir s'il y avait des biais, si on pouvait entrevoir des biais qui étaient liés à l'âge, puisque en général, dans toutes les études, là, depuis des années, on voit quand même plus d'usage de produits chez les lycéens que chez les collégiens, et lié aussi au genre, hein, puisque voilà, peut-être les filles, il y a peut-être des phénomènes hormonaux en lien avec la puberté, c'est plus tôt que chez les garçons. Enfin, je ne sais pas si vous avez regardé cet aspect-là ou si c'est... Alors, c'est justement pour ça qu'on est en train de mener les analyses sur les aspects de motivation, puisqu'effectivement, tous ces éléments-là, ça se rapporte souvent à pourquoi les jeunes consomment, finalement. C'est toujours cette grande question qu'on se pose. Et je peux vous dire ce que je suis en train de faire les analyses en ce moment. On pensait que le genre allait ressortir de manière importante. Et c'est pas trop le cas. En tout cas, pas significativement. Et pourtant, on a 5000 sujets, donc on l'aurait vu. Pareil pour le collège et lycée. Moi, je pensais aussi que ça sortirait de manière importante. Alors, il y a des facteurs, bien sûr. Nous, nos hypothèses, c'est que au lycée, on a quand même plus d'argent. Donc, c'est plus facile peut-être d'acheter. C'est aussi un milieu où il y a peut-être
plus de personnes qui vendent des produits, donc c'est aussi plus simple. Ce qui peut expliquer quand même cette différence liée au... Parce que là, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais il y a vraiment plus d'usagers dans le groupe lycéen. Hein. C'est sûr que quand on regarde ces 3 clusters-là. Et finalement, ce qui ressort le plus pour l'instant dans nos analyses sur les motivations, les patterns de motivation à consommer et les différences qu'on peut observer, c'est plutôt l'aspect d'entrée, enfin de présence ou pas de symptômes de pathologie liés à l'usage. Donc ce qu'on a appelé le fait d'être usager problématique ou pas, finalement. C'est plutôt cet élément-là qui ressort. Alors probablement que bien sûr c'est multifactoriel tout ça, mais je pense que, en tout cas de ce qu'on a vu là, et j'étais vraiment encore une fois très étonné de ça, on a une différence qui n'est pas si importante que ça entre les filles et les garçons. Alors est-ce que aussi ça joue sur le fait que, là on voit que dans les études épidémiologiques justement en France, pour la première fois, les filles sont arrivées et même ont dépassé les garçons en termes de niveau d'usage. Donc toute l'image qu'on avait du jeune garçon qui consomme beaucoup et de la jeune fille qui consomme plus tard ou pas, elle est aussi en train de s'effondrer parce que les dernières analyses, les derniers rapports épidémiaux, les filles ont dépassé dans quasiment toutes les substances les garçons en termes de niveau d'usage. J'espère que je réponds à la question un petit peu. Je pense du milieu familial. Ouais. Et Alors, facteur protecteur, je n'ai pas tout effectivement présenté. On a étudié dans les trucs qu'on a un peu vu dans la littérature, le fait d'avoir 2 figures parentales ou une seule ou d'autres modèles. Voilà, pour sortir un peu. Pas de différence significative. Le fait d'avoir 2 figures parentales ou un autre modèle, alors parce qu'on a on a eu plus de tout. Hein. On a eu je vis chez ma sœur, je vis chez... Donc ça on n'a pas eu de différence. On a regardé les professions parentales. Alors là, je ne sais même pas comment on peut traiter ça. Moi, j'ai regardé moi-même un peu empiriquement. Il n'y a que la profession maternelle qui ressortait. Je pense que ce qui serait intéressant, en fait, et je sais que l'INSEE avait fait ça, ça serait de regarder le binôme de métier des 2 parents. Mais honnêtement, je ne sais pas encore comment on va traiter ça. Ça ne ressortait pas, en tout cas, en univarié. On n'avait pas de... Voilà, que ce soit la catégorie professionnelle du père ou de la mère ne ressortait pas. Il faudrait un modèle que je ne maîtrise pas encore, mais on pourrait réfléchir à ça. Et dans les autres facteurs, il y avait l'argent de poche. Alors si, ça me fait toujours rigoler, mais les jeunes en lycée privé consommaient plus, voilà, par exemple. Ça, je trouve ça un petit peu rigolo. Voilà, petit message. La posture des parents vis-à-vis. Voilà. Et alors, si par contre, vous avez raison, dans les motivations, ce qu'on va ajouter aussi, c'est, on a des éléments sur est-ce que les parents consomment, quelle est leur position sur la consommation de leurs enfants, et on a aussi qui leur fournit leurs substances. Donc là, je ne peux pas vous en parler parce qu'on n'a pas encore fini ces analyses-là, mais on va regarder aussi ça un petit peu, voir si cet environnement parental, est-ce que c'est par substance, a un impact ou pas. Ça sera dans 2 ans. Tant vos conseils. Bonjour, merci pour les présentations. Je suis médecin aux APA à Marseille. Je suis arrivée il y a 2 ans en plein dans le fiasco de la fermeture de la HSA. Donc j'ai 2 questions pour Madame Geoffrey-Roustide. Est-ce que dans votre présentation, vous parlez du vécu des personnes qui sont usagères de drogue? Une fois que les salles ont été ouvertes, je voulais savoir, dans les diagnostics locaux de santé, est-ce que vous aviez des recueils de données des personnes avant? Oui. Et la deuxième, c'est que j'ai un problème de dysrégulation émotionnelle quand je lis que le préfet de Marseille dit que ça ne s'ouvrira jamais. Je voulais savoir, dans les comités de pilotage, au final, qui statue sur l'ouverture ou pas. Parce que pour moi, un comité de pilotage, on est plusieurs à discuter autour de la table. Et je voulais avoir votre avis sur cette question-là, et je vous remercie. Alors, pour la première question, oui, on a fait des entretiens avant-après, donc avant l'ouverture de la salle et après l'ouverture de la salle, donc sur Paris. Et puis, on a fait une autre étude à Lille également, mon équipe avait été sollicitée pour faire un diagnostic à Lille avant la mise en place de la salle de consommation à moindre risque, parce qu'on parle beaucoup de Marseille, mais en fait, il faut savoir qu'à Lille, il y a eu une expérience aussi malheureuse et qui est allée même beaucoup plus loin, puisque en fait, la salle a été ouverte, les professionnels recrutés, mais les usagers n'ont jamais pu rentrer parce qu'il y a eu un veto du ministre de l'Intérieur. Et donc, mais effectivement, qui était Gérald Darmanin à l'époque, on a beaucoup moins entendu parler de l'expérience de Lille. Et nous, dans le cadre de Lille, on avait travaillé avec une méthode photo-voix où on avait proposé aux usagers de prendre des appareils photo jetables et de photographier les lieux
où ils vivaient et où ils injectaient. Et donc, en fait, c'était pas complètement l'objet aujourd'hui, donc je ne l'ai pas présenté, mais je l'ai présenté dans le cadre d'autres congrès. Et en fait, dans ce travail de photovoix, on voyait avant la mise en place de la salle vraiment les conditions d'injection absolument déplorables et vraiment très à risque pour les personnes qui évoquaient même le risque, au-delà du partage de seringues, de se piquer elles-mêmes avec des seringues contaminées parce qu'elles étaient amenées à s'injecter dans des espaces où il y avait des seringues partout par terre. Donc, en fait, vraiment des espaces qui n'étaient pas du tout respectueux pour elles. Et donc, dans les usages... Concernant les entretiens de Paris pour lesquels on avait pu faire avant-après, en fait, on a des usagers, effectivement, c'est ce que j'évoquais, qui faisaient part de la honte aussi qu'ils avaient à s'injecter dans l'espace public avant la mise en place de la salle, et du fait que pour eux, c'était vraiment pas un choix, mais que c'était subi. Donc oui, on a pu faire ces entretiens avant-après. Et alors, pour répondre à votre deuxième question, là, ça sera beaucoup plus compliqué parce que c'est quelque chose que je n'ai pas étudié, mais que je n'ai pas étudié directement parce que je n'ai pas assisté à des comités de pilotage. Alors, où aurait été discutée la question de la mise en place d'une HSA. Mais par contre, en fait, ce que j'ai pu étudier dans la presse, avec ma collègue Isabelle Caillebout, c'est que c'est clairement la rhétorique d'ordre public qui prend le dessus. Donc on voit, et de tranquillité publique au détriment de la santé publique. Et d'ailleurs, sur ce sujet, quand on analyse les discours de la presse, on voit qu'on entend très peu le ministre de la Santé, les ministres de la Santé, et qu'en revanche, sauf quand ils sont sollicités directement de manière insistante par les acteurs. Donc on avait entendu notre précédent ministre une ou deux fois sur ces sujets-là. Par contre, les ministres de l'Intérieur s'expriment fréquemment, sans même qu'on les sollicite, sur ces questions-là. Donc ce qui montre indirectement le poids entre santé et intérieur sur ces questions. Je crois comme il faut une unanimité des membres du comité de pilotage pour une ouverture, ça leur donne un pouvoir de veto, en fait, quasiment. C'est pour ça que certains s'expriment bien trop par rapport à leurs compétences pour décider, je pense. Il n'y a pas moyen de... Ah oui. Oui. Bonjour, Charlotte Tribou. Moi, je travaille en XAPA à Lille, à côté de Lille. Je me posais la question, le nombre de salles de consommation à moindre risque dans d'autres pays européens, et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de s'étalonner sur des standards européens pour avoir des arguments? En Belgique, ils viennent de la fermer, pour vous donner une idée. Alors, ils en ont fait... Elle est fermée, mais elle devrait peut-être... Alors, en fait, il se trouve que je suis impliquée dans l'évaluation de Lille, la Belgique, pardon. Et donc, en fait, il y a un consortium. C'est pour ça, sinon, je ne me permettrais pas de répondre. Parce que, voilà, étant en Belgique, tu connais aussi la situation. Mais en fait, il se trouve que, suite à l'évaluation française, on m'a proposé de faire partie d'autres consortiums d'évaluation. Et donc, je m'occupe avec un consortium de collègues belges de l'évaluation de ces salles. Et en particulier, moi j'étais chargée avec Sophie André de m'occuper de l'évaluation à Liège. Donc, en fait, à Liège, la salle a effectivement été fermée à un moment donné, mais principalement parce que les locaux n'étaient pas du tout adaptés. En fait, ils travaillaient dans des préfabriqués. Mais par contre, ce qui était très intéressant, c'était juste à côté... d'une unité de police, et la cohabitation se faisait vraiment, vraiment très bien. Il n'y avait pas de problème particulier. Alors, sur les standards européens, malheureusement, en fait, c'est le droit national qui prend le dessus sur le droit européen, sur ces questions-là. Et donc, si on suivait effectivement les standards d'autres pays européens, au-delà de la question du droit européen, on pourrait voir que, par exemple, en Allemagne, même dans des toutes petites villes, ils ont des salles de consommation à moindre risque et que ça ne pose pas de problème particulier, bien au contraire. Et au Danemark,
Moi, je travaille beaucoup avec le Danemark. La salle de Copenhague, il y a plusieurs salles à Copenhague, dans une ville qui est beaucoup plus petite que Paris. Donc oui, il y aurait tout un des problèmes, c'est que nos politiques publiques en France, mais c'est le cas aussi dans d'autres pays européens, ne sont pas toujours fondées sur les données evidence-based, puisque je l'évoquais tout à l'heure, on a fait un communiqué INSERM 1000DK indiquant que les résultats étaient extrêmement intéressants. Donc la 1000DK avait considéré que voilà, les résultats étaient probants, mais en fait, ça n'a pas permis la dissémination de salles. Donc le problème, c'est vraiment s'assurer que les données de la science soient prises en compte dans l'action publique. Mais pour le moment, on en est assez loin. Que l'action publique soit bien calibrée sur les besoins, puisqu'on voit bien qu'une ville comme Paris, une salle, c'est risible. Et même sur des villes, je pense à l'exemple de Sarrebruck, parce je ne connais plus maintenant l'actualité, mais je crois c'est une petite ville, il y en avait déjà une, ils voulaient en faire une deuxième. Oui. Et en fait, on voit bien que quand on met trop de monde à un endroit où, de toute façon, ça va finir par poser problème et l'expérience va devenir négative, alors qu'elle n'était peut-être pas au début. Sauf que en France, nous, on chasse les gens et puis ils se déplacent dans Paris, ils font le tour de l'Île-de-France comme ça. Bon, c'est un choix. Merci. Bonjour, je suis Sophie Messager, je travaille en XAPA à Rennes. J'avais une question pour M. Cabé sur la dernière partie de votre présentation pour savoir si, selon les clusters, il y avait des usages d'Internet différents. Enfin, qu'est-ce qu'ils font sur Internet, en fait? C'est notre grande frustration. Parce que le questionnaire était vraiment très très long. Et les jeunes étant des jeunes, on a dû limiter à un moment donné. Et c'est vrai que quand on a lancé l'étude, elle a été conçue en 2017, cette étude, Internet était beaucoup moins un sujet qu'aujourd'hui. Donc on a eu la présence d'esprit de demander Internet, réseaux sociaux, jeux vidéo, parce qu'on avait un petit peu anticipé ça, de mettre une échelle, mais on n'a pas le contenu qualitatif des usages. Donc c'est un travail qu'on va réfléchir, parce que c'est une grande question qui se pose, sachant que les usages ont beaucoup évolué, donc peut-être que ça aurait été peut-être pas pertinent de le faire parce qu'en fait l'usage d'à l'époque et aujourd'hui est totalement différent. Je pense qu'aujourd'hui c'est plus stable, j'en sais rien, il faudrait que je regarde un peu enfin si c'est sûr, ce que j'ai vu les dernières données là sur ce que je vous ai présenté. Et au niveau européen, globalement maintenant on a un pattern d'usage par âge, parce que l'usage n'est pas le même, qui est plus stable. Donc peut-être qu'on pourrait refaire aujourd'hui une enquête un peu plus spécifique et aller regarder, même si je pense que les réseaux sociaux sont une vraie saleté, et en partie en tout cas, mais ce serait intéressant à regarder. On va refaire en effet. D'autres questions? Oui, quand on avait posé la question, on a dit il faudrait peut-être qu'on rajoute une échelle sur... Mais à force de rajouter des échelles, le truc fait 70 pages. Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations. Marine Parot, je suis psychiatre addicto sur un XAPA à Angers. Je voulais avoir un petit peu les suites cliniques à votre travail, de se dire... il y a les constats sur la première présentation en CJC, où la porte d'entrée va être plus les produits, du moins la demande, si ce n'est du jeune, au moins de l'entourage, et celle-là. Vous parliez d'auto-repérage avec des professionnels qui sont dans les CJC, qui sont souvent socio-éducatifs. Je me disais, auto-repérage, je suis médecin coordinateur aussi, donc plein d'idées. Mais voilà, est-ce que vous avez déjà réfléchi aux suites à donner? L'idéologie intégrative est merveilleuse, mais la réalité... Je vais devoir vous donner des éléments que je ne devrais pas vous donner, mais bon. Je prends. Alors, oui, c'est intéressant. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que les outils qu'on a utilisés là sont des outils d'auto-questionnaire. Donc, il n'y a aucune limite à ce que les jeunes puissent les utiliser tout seuls. Il y a encore moins de limites à ce que des professionnels de santé ou du médico-social les utilisent. Je vous le dis vraiment, et on essaie que ça ne sorte pas de cette pièce. Je participe en ce moment à un groupe de travail avec je ne vous dirai pas qui, et j'ai été chargé justement de faire une fiche action sur proposer un outil justement un peu global de repérage de ces différentes pathologies de manière intégrée. Donc voilà, je ne vous en dirai pas plus, mais vous serez sûrement au courant quand ça va arriver. Tu sais que c'est enregistré. J'ai pas dit qui, où et quand.
L'année prochaine, je pense, le temps que le travail soit fait. Il y a un gros travail qui va sortir sur cette population-là, et voilà. En tout cas, aujourd'hui, si vraiment vous avez pris en photo éventuellement la diapo avec les échelles, n'hésitez pas, c'est des échelles qui sont très simples à faire passer pour la plupart. La VSPA est un peu plus compliquée, mais en vrai, vous pouvez faire des échelles beaucoup plus simples aussi. Je pense que c'est utile, en tout cas, d'outiller les jeunes avec des outils d'auto-évaluation. Tout ce qui se fait en classe, etc., c'est des outils qui sont relativement simples aussi. C'est souvent proposé en enquête très large auprès de ce public-là. Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire passer des mini ou des choses comme ça à des ados, hein. Il faut être beaucoup plus pragmatique. Et vous voyez que même un score très simple comme la Cassis en 6 items, en fait, à chaque fois, il corrèle très bien avec l'HAD. Donc vous avez déjà une idée, en fait, rien qu'en 6 questions, savoir est-ce qu'il y a une détresse psychologique perçue par le jeune qui est importante ou pas, et elle sera associée, pour le coup, à ce risque-là. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas de dernière question. Nous allons remercier nos 3 orateurs qui ont formidablement parlé. Et merci à vous. Et notre modérateur qui a parfaitement modéré. Merci. Merci à vous. Bonne fin d'après-midi. Alors ne quittez pas, il y a